et surtout père de famille. Et grand-père, voilà. Donc, nous vous avons entendu, et puis en plus membre de notre AFC local, l'AFC Le Chenet. Donc voilà, je vous donne la parole. Merci. Ça a disparu. Alors, il y a un schéma qui va apparaître. Pour ceux qui sont au fond, qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à vous approcher, à le photographier avec votre portable, parce qu'on va passer 1h30 dessus. Donc il vaut mieux que vous l'ayez bien sur les yeux. La question que nous allons aborder ce soir est une question conjugale. J'ai été confronté à cette question dans toutes les thérapies conjugales que j'ai pu donner. C'est vraiment un problème typiquement conjugal. Je ne crois pas qu'il y ait un couple qui puisse échapper à cette problématique. Je n'ai pas trouvé grand-chose dans la littérature là-dessus. Je sais qu'il y en a, mais moi je n'ai pas trouvé sur la littérature conjugale. Donc la conférence que je vais faire ce soir, c'est totalement construite avec les patients. Je l'ai mise au point avec eux, allez-y, n'hésitez pas à vous approcher. Je l'ai mis totalement au point avec eux, et les solutions que je vous donnais, c'est des solutions très pragmatiques que j'ai vues avec eux. Dans un couple, vous savez que pour que le couple s'équilibre, il va falloir que les deux personnalités s'affirment. Et en s'affirmant comme ça, elles vont affirmer aussi des différences. Et c'est un des grands enjeux de la vie conjugale de pouvoir incarner l'amour en s'harmonisant autour de ces différences. C'est ça l'amour conjugal, c'est incarner cette décision qu'on a de vivre avec quelqu'un, mais de l'incarner dans le quotidien et justement dans toutes ces différences aussi. Le problème, c'est que certaines de ces différences vont nous choquer, vont nous heurter. C'est ce qu'on appelle le conflit. Parce qu'on a des opinions différentes, pour différentes raisons, on est différent, donc on assure des choses différentes. Il faut donc un processus pour harmoniser tout ça. Vous savez que dans un couple, il ne peut pas y avoir d'autorité d'un des membres du couple sur l'autre. Sans ça, on sort de l'amour, on passe dans une relation de père-enfant, on ne sort plus dans une relation d'amour qui nécessite, je n'aime pas beaucoup ce terme, enfin une forme d'égalité quand même entre les personnes, ou bien même positionnement libre des deux personnes. Par conséquent, il faut un processus particulier pour arriver à s'harmoniser autour de ces différences. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Donc, on va le faire en se mettant sur ce schéma-là. On va partir des désaccords, puisqu'on va affirmer des choses différentes, donc des désaccords, et on va voir comment on peut arriver à ce que j'ai appelé l'accordage, en passant par la casse-conflit. Et puis, nous verrons aussi les choses simples que sont les disputes, les relations de domination-soumission, les luttes de pouvoir, etc. La première fois que j'ai donné cette conférence, après l'avoir donnée, je me suis fait cette réflexion à moi-même. C'est bien sympa, là tu donnes un tas de leçons à tout le monde, mais toi, que fais-tu dans ton couple? Alors j'ai pris cette décision suivante. Par rapport à ce schéma, je repérais où était mon principal défaut, ma principale lacune. Et sans rien dire à ma femme, j'ai décidé que j'allais faire un effort là-dessus. 3 semaines après, c'est ma femme qui allait beaucoup mieux. Alors je vous propose de faire la même chose. Au long de cet exposé, essayez de repérer dans ce schéma où est votre lacune. Quel est votre principal défaut et ce qui ne va pas en vous par rapport à ce schéma. Et puis après, en fin de conférence, je vous dis ce que vous pouvez faire de ça. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire encore en introduction? Voilà, si, pour terminer, comme dans toutes les conférences, et surtout celle-ci qui s'est construite avec les patients, j'ai vous cité un certain nombre de situations cliniques. Les situations cliniques, c'est exactement ce qui s'est passé dans mon cabinet. Quand je vous citerai des phrases dites par mes patients, ce sont les phrases exactes telles que je les ai notées quand ils les ont dites. En revanche, je me suis débrouillé, bien évidemment, pour masquer l'identité des personnes, je ne sais pas les reconnaître. Mais donc, je vais vous dire vraiment qu'on va partir de quelque chose de très concret, c'est cette réalité que j'ai vécue dans mon cabinet. À partir de là, j'ai essayé de théoriser les choses, et puis avec mes patients, j'ai vu comment ensuite, si cette théorie pouvait s'appliquer, et ce qu'elle donnait de bon. Et c'est donc ça que je vais vous livrer ce soir. Pour terminer un petit peu en préambule, un couple équilibré, vous avez 2 grands facteurs qui interviennent. Vous avez ce qu'on appelle un domaine conjugal, c'est donc toute la vie commune du couple. Et puis vous avez aussi 2 vies individuelles, totalement transparentes, mais c'est l'affaire de chacun. Voilà. Le processus que vous allez voir ce soir va venir renforcer énormément ce domaine conjugal. C'est-à-dire ça va renforcer ce lien conjugal, ça va renforcer cette entente entre les conjoints, ça va renforcer cette affection qu'ils se portent, ça va favoriser la bonne entente, donc c'est très vertueux.
Et en plus, bien évidemment, si au niveau du couple parental, il y a cette bonne entente, vous imaginez bien que toute l'ambiance de la famille va s'en sortir. Donc, c'est quelque chose d'important qui est très vertueux au plan familial également. Voilà. Et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas réservé au domaine conjugal, ça peut s'appliquer dans un tas d'autres domaines, à commencer par le domaine familial, et puis bien évidemment aussi le domaine professionnel, le domaine amical, etc. Voilà. Alors, je rentre maintenant dans le vif du sujet. Ensuite, je vous lis un petit truc. J'aurais réussi cet exposé si vous partez ce soir avec la conviction que vos désaccords ne sont pas un poison pour votre couple, mais au contraire une source de richesse. C'est ça que je vais essayer de vous montrer, c'est comment transformer ces choses qui vous empoisonnent un peu au quotidien, comment arriver à transformer cette pépite pour en faire vraiment une richesse conjugale. Oui, merci, peut-être que vous fassiez plus. Bon, je commence par le premier point du désaccord. Je ne vais pas m'attarder longuement sur les désaccords, c'est tout ce que c'est. On va dire, sont des éléments contraires ou au moins en désharmonie qui habitent chez chacune des personnes par rapport à l'autre. Ça vient d'où? Ça vient des différences d'éducation, des différences de caractère, des différences de culture, des différences religieuses, des goûts, tout un tas de trucs qui constituent chacune des personnalités. À partir du moment où on affirme quelque chose qui est différent de l'autre, c'est tout à fait normal. Ce sont donc autant d'éléments qui vont venir enrichir le couple, ou au contraire l'empoisonner, et c'est ça qu'on va essayer de comprendre. C'est-à-dire, si nous résolvons ces désaccords, nous allons arriver à créer une harmonie, et je vais vous expliquer comment pour créer cette harmonie. Si nous arrivons à le faire, le couple sera bien plus riche que s'il n'y avait qu'un seul des membres du couple qui était intervenu. Donc c'est un enrichissement vraiment du couple. Mais si on ne le fait pas, alors ça devient un poison qui petit à petit va ruiner le couple, va l'emmener dans des mauvaises directions, et la vie conjugale devient pénible, ça ne va pas. Donc c'est-à-dire ce processus d'accordage, c'est un point clé de la vie conjugale. Il y a 4 grands processus de la vie conjugale. Le premier, c'est la vie émotionnelle. Le deuxième, pour moi, c'est à savoir s'harmoniser sur nos désaccords. Donc c'est celui-là dont nous parlons ce soir. Dernier petit point là-dessus, quand on interroge les gens en âge de se marier maintenant, c'est-à-dire entre 35 et 40 ans, c'est un peu affolant d'ailleurs, c'est l'âge du mariage actuellement, on leur dit comment ils vont choisir leur conjoint. Alors là, je vais surtout choisir quelqu'un avec qui j'ai le moins de désaccords possible. Vraiment, je suis désolé, ils vont s'entituler, pour écrire ça avec un E majuscule, pour aller ce que je veux dire, toute leur vie. Ils vont avoir quelque chose de pauvre, quelque chose de triste. C'est pas le désaccord qui est un problème, c'est ce qu'on va en faire. Si on en fait quelque chose de bien, ça va enrichir le couple, ça va le vitaliser, ça va le doper, ça va lui faire beaucoup de bien. Et quand j'entends qu'on cherche le conjoint avec lequel on a le moins de désaccords possible, je dis, vous vivez quelque chose de très pauvre, quelque chose qui n'est pas stimulant, quoi. Et j'ai essayé de vous le montrer ce soir. Bon, je n'insiste pas plus sur le désaccord, je crois que c'est une notion que nous connaissons tous. Le conflit. Le conflit maintenant, j'ai en parlé un petit peu plus parce que, surtout en psychologie conjugale, on emploie le mot conflit dans un sens particulier. Conflit, ça vient du latin conflictus, qui veut dire choc. Le conflit, c'est un choc. Qu'est-ce que c'est en psychologie conjugale, le conflit? C'est d'exprimer le désaccord, expliciter le désaccord. Pour dire à son conjoint, là je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je vois les choses comme ça, pas du tout comme toi. Là, je suis en conflit avec lui. Pourquoi c'est un choc? C'est même un double choc. C'est un choc parce que la conception de notre nature humaine est ainsi faite que nous cherchons spontanément à nous mettre plutôt en harmonie avec la personne avec qui nous sommes, en harmonie avec les personnes que nous rencontrons. Mais vous voyez, 2 personnes qui se rencontrent dans un café ou n'importe quoi, elles vont chercher leur point d'harmonie immédiatement. C'est spontanément, nous cherchons l'harmonie. Or là, le désaccord vient dire, non, il n'y a pas d'harmonie, l'harmonie est rompue. Donc c'est un choc psychologique, et même un double choc, parce que c'est un choc psychologique pour celui qui dit je ne suis pas d'accord, puis c'est un choc pour celui qui dit elle n'est pas d'accord avec moi, tiens, là, ça ne va pas. Donc si c'est un choc, il y a 2 conséquences. C'est pas facile à dire, et la deuxième conséquence, c'est que c'est fait maladroitement. Et là, je pense, normalement, statistiquement, il y a la moitié de la salle qui a déjà vu son défaut principal par rapport à tout ce que je suis en train de vous raconter. C'est que je n'ose pas aller au conflit, je vais avoir peur d'aller au conflit, ça m'est difficile d'oser dire je ne suis pas d'accord, ça m'est difficile d'affirmer quelque chose quand je sais que mon conjoint affirme l'inverse. Et je vous dis, normalement, il y a la moitié de la salle qui adore. Donc, n'ayez pas de complexe, hein, si c'est votre cas, c'est quelque chose de très fréquent. Je peux vous dire, c'était mon cas à moi. J'avais tout de suite compris que c'était ça mon défaut. J'avais peur de dire à la fin que je n'étais pas d'accord avec elle. Bon,
ça tournait en boudin, évidemment. Pourquoi avons-nous peur de ce conflit? Pourquoi avons-nous peur de dire que nous ne sommes pas d'accord avec l'autre? Il peut y avoir différentes raisons. D'abord, il peut y avoir des habitudes familiales. Vous êtes dans une famille dans laquelle il n'y a jamais eu de conflit, tout est recto todo, calme, en surface, tout va très bien, les problèmes se résolvent par en dessous, on ne sait pas très bien comment, mais on n'affirme jamais rien de contradictoire. Vous êtes habitué à vivre là-dedans, quand vous êtes marié, vous essayez de reproduire la même chose. Vous n'avez même pas idée du conflit, je vous en citerai des cas cliniques. Ça peut être aussi exactement l'inverse. Vous êtes dans une famille où ça pète de tous les côtés en permanence. Quand vous êtes marié, non mais alors tout, plus jamais ça, moi je ne peux surtout pas vivre ça. Et donc vous essayez de vous mettre dans ces eaux surfaces complètement calmes, où jamais on ne va dire à l'autre qu'on n'est pas d'accord avec lui, on fait toujours semblant d'être en harmonie, que tout va bien. Point très important pour beaucoup de personnes, on peut avoir peur du conflit parce qu'on se dit, si je lui dis ça, il ou elle ne va plus m'aimer. J'ai peur son affection si je ne suis pas en harmonie avec lui. Cette idée que sortir de l'harmonie, c'est perdre l'affection. Ça, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je peux ribambelle le cas à vous citer là-dedans. Un manque de confiance en soi. C'est évident que pour dire je ne suis pas d'accord avec l'autre, il faut affirmer quelque chose de soi. Donc un manque de confiance en soi, c'est aussi qu'on va avoir peur d'affirmer une différence. Remarquez que quand on a un manque de confiance en soi, le fait d'oser le conflit renforce notre confiance en nous. Surtout si en plus le conflit se passe bien conjugalement. Je suis capable de le faire, ça se passe bien, je peux même déboucher sur quelque chose de positif avec ça. Ça renforce la confiance en soi. La peur du sexe opposé, ça c'est très fréquent. Si je vois une femme qui n'impressionne pas un peu votre mari, apparemment, si alors bon, je ne sais pas trop en faire. Et quand je demande à un homme et votre femme, elle dit bon, vous rigolez, moi, sauf quand on creuse un peu, on s'aperçoit que tous les hommes ont un peu peur de leur femme. Et oui, ça vous étonne, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le masculin et le féminin sont différents, ont des réactions différentes. C'est-à-dire que l'autre en face, je ne sais jamais comment on va réagir, il ne va pas réagir comme nous en tous les cas. Donc vous avez toujours l'impression que c'est toujours un peu une bombe en puissance qui va nous péter au nez. Donc maintenant, c'est pas rassurant. C'est-à-dire que, il faut le savoir quand même, cette cohabitation du masculin et du féminin n'est pas si facile que ça parce qu'elle nous fait peur. Et si elle nous fait peur, je ne vais pas lui les mèches du détonateur, certainement pas. Sauf que là, quand je mets en conflit avec lui, je fais péter un truc justement. Et donc ça peut nous briser, ça peut nous empêcher de le faire. Normalement, l'amour doit être plus fort que la peur. Tout qui fonctionne bien, l'amour doit être plus fort que la peur. Mais cette peur, elle nous appartient un peu à tous, c'est vrai. Mais là, par l'amour, on doit pouvoir la surmonter. Vous avez aussi des personnes qui assimilent leur identité à leur pensée. Et si on n'est pas d'accord avec elles, on a l'impression qu'elles sont elles, c'est leur personne qui est rejetée. C'est aussi quelque chose de très fréquent. Ou parfois, je n'ai pas osé dire quelque chose à l'autre, dire que je ne suis pas d'accord avec l'autre, parce qu'il va penser que je le rejette si je lui dis ça. C'est faux. Il faut arriver à distinguer notre pensée de notre identité. Je peux très bien apprécier l'identité de mon conjoint et pas être d'accord avec lui. C'est deux choses différentes. Donc je pense que c'est important de se clarifier l'esprit là-dessus. Est-ce que j'ai encore noté d'autres choses là-dessus? Ça fait déjà pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Donc vous voyez que le conflit, c'est pas facile. C'est pas, je pense que la moitié de la salle doit avoir peur de rentrer dans le conflit, doit avoir peur d'oser dire les choses. Par contre, ça se corrige très bien. Quelqu'un qui a peur du conflit, il faut prendre une méthode très simple. D'abord, il faut oser des conflits faciles, avec des personnes faciles. Parce qu'il faut que notre psychologie s'habitue au succès dans le conflit. Donc il faut commencer par du facile. Et une fois qu'on a réussi à commencer à se sentir plus à l'aise dans des conflits faciles, on négocie tout petit peu. Je propose ça à mes patients. Si vous avez peur du conflit, vous ne vous couchez pas sans avoir osé un conflit. Et que ce soit votre patron, votre voisin, la concierge, je ne sais pas qui, vous ne vous couchez pas un soir sans avoir osé un conflit. Ce qu'il faut, me disent en 2 mois, oui c'est vrai, c'est quand même beaucoup plus facile. En 4 mois, il y en a qui sont complètement débarrassés de cette peur du conflit. Vous voyez, ce n'est pas du tout quelque chose d'irrémédiable. Quelque chose qu'on peut tout à fait surmonter. Notre psychologie est constituée de réflexes. Elle a des réflexes qui font qu'elle a peur du conflit. Si elle arrive à apprivoiser le conflit et se rendre compte que ça se passe bien, cette peur va s'effondrer. Voilà. Situation clinique. Alors, c'est laquelle, celle-là? Oui. Oui. Par 40 ans de mariage pour ce couple, environ.
Dans ce couple, la lacune principale de madame, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle n'est pas d'accord avec son mari. Vous allez comprendre pourquoi après. Ce n'est que longtemps après, quand son mari est en train de réaliser les choses, elle dit, ah mais non, finalement, ça ne me convient pas, ça. Ah, si je vais lui dire maintenant, je vais passer pour une gourde, en plus, je ne sais pas comment je vais me défendre, donc elle se tait. Elle se tait, et donc vous voyez tout de suite qu'elle ne va pas par cette casse-conflit, et donc vous voyez tout de suite, elle se met dans une position de soumission. Et par conséquent, son mari est dans une position de domination. Lui, de son côté, c'est un beau parleur, c'est une espèce de bagout, un tas de trucs à expliquer, puis on n'arrive pas à en placer une, et puis ils sont extrêmement convaincants. C'est intéressant ce processus. Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là quand il sent que sa femme pourrait hésiter un petit peu? Il la noie sous un flot d'arguments. Et la noyant sous un flot d'arguments, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut plus suivre sa propre pensée, elle essaye de suivre la pensée de son mari, et donc elle perd complètement le fil de ses idées. Et ce gars-là, en même temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se convainc lui-même qu'il a raison. Vous voyez bien qu'il se met, par ce type de réflexe, dans une position de domination très, très assurée. Je joue tout de suite une petite parenthèse. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec mon conjoint que je vais devoir argumenter. C'est légitime de ne pas être d'accord, c'est tout. Je ne suis pas d'accord, je ne vais pas le justifier, c'est tout. Cette femme a la peur de ne pas pouvoir se défendre des arguments face à son mari. Mais elle n'a pas à défendre sa posture. Sa posture est légitime simplement parce qu'elle est, c'est tout. C'est ce qui émane d'elle. Il n'y a pas du tout à argumenter là-dessus. Et son mari qui l'entraîne sur un terrain d'argumentation fausse complètement le problème. Donc, si votre conjoint vient avec vous avec un conflit, recevez le conflit, ne cherchez pas à argumenter qu'il a tort, vous avez raison. Vous êtes à côté de vos pompes si vous faites ça. Un conflit, c'est légitime d'avoir un désaccord et que ça, on n'a pas à justifier d'être en désaccord avec l'autre, c'est tout. C'est un fait qui est recevable par lui-même. Je continue mon exemple. Donc, vous voyez bien dans ce cas de situation clinique, les attitudes inadaptées de madame et de monsieur qui se combinent pour créer cette relation de domination-soumission. Une relation de domination-soumission, ce n'est pas une relation conjugale. Ils ne se vivent pas une vie conjugale, ces gens-là. Ils vivent une relation malsaine. Ça ne manque pas. Après, à un moment donné, sa femme lui dit, après plus de 35 ans de mariage, qu'est-ce qu'elle lui dit avec beaucoup de violence, tu as gâché ma vie, tu m'as interdit de m'épanouir avec toujours un tas de bonnes raisons. La première fois qu'elle ose le conflit, alors cette fois-ci elle met de la colère, elle prendre de l'énergie parce que d'habitude elle n'y arrive pas. Elle ose le conflit. Que va faire son mari? Ça fait 35-40 ans, il n'a pas entendu un conflit. Il ne fait pas faire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il fait ce qu'il sait toujours faire. Mais pas du tout, mais voyons, tu ne comprends pas, et pas ta coup fin, et le gars qui lui repart d'un tas de rationalisation pour montrer à sa femme qu'elle a tort, et que lui, bien sûr, a raison. Il est habitué à dominer, il se remet dans une position de domination. Sauf que là, c'est l'overdose. La femme se dit, mon mari est un malade psychiatrique, et elle fuit pour. Ils sont venus me voir, je n'ai pas pu rattraper ce couple. Pas possible. Ils ont divorcé. C'est quand même dommage, hein. La situation, elle était là. Il fallait oser faire ça. Accepter ce passage-là. Ils n'ont pas pu. C'est pour vous dire à quel point ça peut devenir empoisonnant, cette question du conflit, cette question du désaccord, si on ne le règle pas. Or, je dis au contraire, si on le règle, ça va être quelque chose de bénéfique. Donc, vous voyez que je pense qu'on est tous d'accord que si on ne passe pas par un conflit explicite, si on n'explicite pas le désaccord, on ne va jamais pouvoir le régler. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est-à-dire que la case ici, elle est indispensable si je veux atteindre la case du haut qui est l'accordage. Si je ne passe pas là, inévitablement, je vais tomber là-dedans. On est tous d'accord, je pense. Dans cette situation clinique, vous remarquez que en fait, cette dame n'a pas du tout confiance en elle. Et justement, le conflit était un moyen d'acquérir cette confiance en elle. D'oser le conflit pour affirmer quelque chose d'elle et petit à petit se rendre compte que oui, elle avait le droit d'exister en tant que personne avec ses opinions, ses émotions, tout ce qu'elle vivait intérieurement, elle avait le droit d'exister face à son mari comme ça. Et lui, probablement, il avait une peur panique de ce qu'était sa femme, et c'est pour ça qu'il a verrouillé, qu'il a dominé comme ça, je pense. Bon. Donc, je vous dis, j'ai rien pu faire. Donc, si le conflit n'est pas acté, il ne peut pas trouver de solution. Il n'y a pas de solution au désaccord. Nécessairement, il y en a un qui va dominer et l'autre qui va se soumettre. Le cas le moins grave, on le verra après, c'est quand il y a une alternance des dominations-soumissions. Bon, là, c'est quand même toujours pas du conjugal, ça. Alors, pour conclure sur le conflit.
Oser le conflit, c'est se positionner dans une relation en vérité. Esquiver le conflit nous induit dans une relation tronquée. Et je pense que ça, c'est un point clé. Je le répète, oser le conflit, c'est positionner son couple dans la vérité. Esquiver le conflit, c'est se positionner dans une relation tronquée. Nous avons un exemple historique d'un homme qui a osé des conflits. Et je crois que c'est assez intéressant, on est ici avec les associations familiales catholiques. Il y a 2000 ans, le Christ. Quand vous lisez l'évangile selon saint Marc, c'est impressionnant. Vous avez l'impression que l'œuvre rédemptrice du Christ ne peut pas s'accomplir tant qu'il n'a pas dénoncé tous les conflits de Dieu avec l'humanité. Dans l'évangile selon saint Jean, on a l'impression qu'il y a que ça à faire. Les conflits s'enchaînent les uns derrière les autres, c'est un peu incroyable. Et s'enchaînent l'un derrière l'autre avec un crescendo jusqu'à l'arrivée dans la passion. Comme si aussi il n'était pas possible qu'il y ait cette rédemption tant que n'aient pas été dénoncés tous ces désaccords entre Dieu et l'humanité. Bah, je crois que c'est un bon exemple, quand même. Mais je dis ça parce que toutes les personnes ici qui ont un petit peu peur du conflit, prenez cet exemple du Christ. Il a osé, il l'a fait. Et relisez les évangiles, vous allez voir, c'est très intéressant de voir les conflits du Christ avec l'humanité. Pardon. Ce qui est impressionnant dans le Christ, c'est sa force de caractère dans ces conflits. C'est des conflits bienveillants. L'épisode du puits de Jacob, il n'est pas d'accord avec cette femme qui vit une vie de patachon, pourrait-on dire. Mais il lui dit son désaccord, mais avec une telle bienveillance qu'elle en est complètement chamboulée. Or ça, c'est l'art suprême. Arriver à dire à l'autre, je ne suis pas d'accord, avec une bienveillance telle que l'autre en est complètement chamboulé, ouais, ça c'est l'idéal. On a encore tout du boulot. Du conflit à l'accordage. Alors là, il faut que je vous fasse un petit aveu. La première fois que ma femme a vu ce schéma, elle m'a dit, ça va pas du tout ton truc là. Tu mets des accords, donc tu mets d'accord en haut. Mais tu peux mettre accords d'un côté et des accordages de l'autre. Et accordages de l'autre. Nous avons eu notre petit conflit, nous en avons parlé, nous l'avons résolu. Par la façon suivante. Finalement, on a gardé le mot accordage. Qu'est-ce que c'est que l'accordage? Pardon. L'accordage, c'est ce que font des instruments de musique avant un concert. Généralement, c'est le premier violon qui donne une note et tous s'accordent sur cette note. Ah. Et ensuite, il se passe quelque chose de merveilleux. Chaque instrument va jouer sur sa propre sonorité en harmonie avec l'autre. C'est pas beau ça comme image de vie conviviale. Donc on a gardé le mot accordage parce que je trouve que c'est quand même pas mal. C'est ça l'objectif. Chacun sa propre sonorité en harmonie avec l'autre. Alors, je vous ai dit, comme le conflit est difficile, nous y allons maladroitement. Nous y allons souvent d'une façon qui est un peu blessante pour l'autre. Donc on se rend bien compte que la première chose à faire, une fois qu'on a été au conflit, laisser passer un petit peu de temps, il va falloir revenir dessus après, d'abord pour guérir les blessures, prendre soin des blessures causées, et ensuite pour le régler. J'espère le pouvoir jusqu'au bout. Je vous propose une méthode en 3 points. Le premier point, les 2 premiers points sont un peu des préalables, des conditions qui vont permettre la réalisation de cet accordage. Et le 3e point, c'est la technique de l'accordage lui-même. Le premier point, c'est que, ça, je vous l'ai dit, ça ne peut pas se faire par l'autorité de l'un. Il faut que ce soit vraiment un accord. Ça ne peut pas être un acte d'autorité. Donc il va falloir en parler. Si c'est un acte d'autorité, on retombe dans une relation de domination-soumission. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. On veut une harmonie. Une harmonie entre 2 personnes de niveau similaire, toutes les 2 libres, donc il faut un accordage. Ça a l'air assez intéressant parce que ce n'est pas une négociation, c'est vraiment un accordage pour créer une harmonie. Je veux dire, c'est typique de la vie conjugale, ça. Pourquoi? Le seul endroit où on peut faire ça, c'est dans le couple. Pourquoi? Parce que c'est le lieu de l'amour inconditionnel, le couple. Il faut un amour inconditionnel pour pouvoir créer cette harmonie.
C'est pour ça que ça ne peut pas marcher entre des États, que ça ne peut pas marcher dans un couple de je ne sais pas quoi, où il faut une structure hiérarchique. Et dans le couple, il n'y a pas de structure hiérarchique, il y a l'amour. Comme l'amour est plus fort, il va permettre de créer ça. Donc ça ne peut pas être un acte d'autorité. Pour vous faire comprendre, je vous cite tout de suite une situation clinique, qui est d'ailleurs un contre-exemple. Voilà. C'était un père qui était un homme un peu malheureux, qui s'est séparé de sa femme, et il avait gardé un lien très fort avec sa dernière fille, qui s'est mariée à 18 ans, donc encore un peu gamine. Et c'est ce jeune couple qui vient me consulter. Et au bout d'un moment, je fais comprendre à ce couple, le beau-père est très gentil, le père de madame, mais qu'en fait, il a une place dans ce couple et pas la sienne. Il est un peu en prise dans le couple. En fait, il n'a pas coupé le lien avec sa fille, il continue à vivre avec sa fille d'une certaine façon. Ils en conviennent tous les deux, et je leur dis, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, je vois tous les deux en train de turbiner, de réfléchir. Et tout d'un coup, le mari dit, écoute, voilà, la prochaine fois que ton père te téléphone, tu veux dire ça, ça, ça et ça. Et il vous sent un truc au point de vue décisionnel, mais remarquable, incroyable, vraiment, il n'y a rien à redire. Et pendant qu'il parle, je vois le visage de la femme qui se ferme de plus en plus. Je dis, merde, elle ne va pas accepter ça. C'était génial son truc. C'était dit très gentiment, le beau-père ne pouvait pas faire autrement de comprendre qu'il fallait qu'elle tombe à sa place, lui, la sienne n'était pas au sein du tout. Enfin, tout y était, quoi, c'est très bien. Et effectivement, il a à peine fini de parler, que pouf, c'est parti, sa femme lui en balance une, comme quoi c'est pas du tout possible, que je sais pas quoi, enfin voilà, ça va se faire. Qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Eh bien, il se passe que ce monsieur agit d'autorité avec sa femme. Quand il va te téléphoner, tu vas faire ça, ça, ça et ça. C'est inacceptable. J'ai envie de dire, pour cette jeune femme qui était sous l'autorité de son père, d'entendre son mari lui dire finalement, jusqu'à présent, tu obéissais à ton papa, maintenant c'est moi qui vais obéir. C'est inacceptable. C'est pour ça qu'elle ne peut pas accepter. Ce n'est pas une situation conjugale. Et elle a raison de le refuser. Donc ça ne peut pas être l'autorité d'une personne. Si c'est l'autorité d'une personne, c'est arrivé dans des couples, il y en a qui prennent une décision contre l'autre. Je peux vous dire que celui qui a pris la décision, il va le payer toute sa vie, ce truc-là. Hein. Sans arrêt, l'autre va lui rappeler que, ouais, et la dernière fois, tu te souviens que, hein, c'est interminable, ce truc-là. Ça empoisonne le couple, ces décisions d'autorité. Dans le cas sur lequel je suis en train de vous reprendre, comme la situation du mari était quand même, ce qu'avait dit le mari était quand même intelligent, je lui fais comprendre qu'il parlait d'autorité, qu'il ne pouvait pas présenter ça comme ça à sa femme, et j'ai demandé à sa femme de rajouter des éléments, donc de personnaliser un peu ce qu'avait dit son mari. Et finalement, ils ont pu se mettre d'accord et prendre quelque chose qui ressemblait quand même beaucoup à la situation du mari. Mais ce qui est important, tant que c'était une décision du mari, ce n'était pas possible. Si la femme était invitée à participer à la décision, là, elle a pu se mettre d'accord. C'est ça que je veux vous faire sentir. Et c'est ça qui est important. Donc, pas de décision d'autorité. Pour vous dire les choses autrement, sur ce premier point, on va passer de deux individualités à une conjugalité. Ce n'est pas évident ce processus psychologique de passer de deux personnes à une entité qui s'appelle le couple. Arriver à trouver une solution commune ensemble. On voit bien qu'il va falloir y mettre des formes, qu'il va falloir en discuter tranquillement, qu'il va falloir créer une véritable harmonie, d'abord entre les personnes, pour pouvoir créer ensuite une harmonie sur le sujet que l'on traite. Le deuxième point technique, je vous l'ai dit, nous allons au conflit maladroitement, donc il va falloir rattraper cette maladresse. Et nous sommes tous pareils, nous avons tous beaucoup de mal à aller au conflit avec bienveillance, avec gentillesse, avec sérénité. C'est bien quand on y arrive, mais enfin souvent ça part un peu brutalement. Parce qu'on a du mal justement, parce que c'est difficile le conflit. Il va donc falloir rattraper cette blessure. Il va falloir rattraper ce qu'on a fait de mal à la personne. Je vais vous citer une situation clinique pour montrer l'importance de cet aspect émotionnel, de créer des émotions favorables. C'est un couple relativement jeune, mais je voyais que le mari dans cette situation-là, je ne voyais pas son épouse. Hein, et voilà. Et ce gars-là faisait part d'une difficulté qu'il avait avec sa femme. Il disait, elle a un sens de l'or, enfin voilà, il est complètement désordonné. C'est un vrai pouvoir à la maison, j'en ai un bol, j'en peux plus, etc. Et je ne sais pas pourquoi chez lui, cette notion de désordre se cristallisait sur la cuisine. La cuisine, pour lui, c'était un truc un peu carré, et ce foutoir dans la cuisine, ça l'exaspérait complètement. Et un beau jour où sa femme est partie faire des courses, il dit, tiens, je vais lui montrer ce que c'est qu'une cuisinier, il bazarde tout, il rentre tout, il fout tout au gabarit, bien rangé, carré, etc. Et quand sa femme rentre, il dit, t'as vu ce que c'est qu'une cuisine rangée? Alors, explosion de colère de la femme, etc. Il arrive dans mon cabinet en me disant, incroyable cette femme, quand je lui range sa cuisine, elle me fait toute une scène en plus, c'est pas une belle disciple, donc il pas
on reprend un peu les choses, et puis il finit par accepter, bah oui, c'est vrai, en fait, il est un peu humilié, puis il dit, non, je voulais m'excuser en plus. Cher monsieur, c'est vous qui avez dit. Donc, il repart, et la fois suivante, bah, je l'attends avec un peu d'impatience, ou aussi d'une part, qui a pas tout à fait le même sens de l'ordre que moi. Donc, son histoire m'intéressait. Il revient, je dis, alors, elles sont incroyables, ces femmes, et femmes, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, à peine avais-je commencé à m'excuser qu'elle m'a sauté au cou pour me dire que c'était génial cette façon de manger avec les idées. Mais oui, mais c'est hyper humain ce truc-là. À partir du moment où effectivement il n'humilie pas sa femme, il n'essaye pas de prendre le pouvoir sur elle, quoi. Il lui donne toute sa place, elle peut accepter quelque chose. Et il répare énormément de choses. Vous savez que quand un homme vient s'excuser auprès de sa femme, alors pour la femme c'est le bonheur suprême. S'il a le courage de faire ça pour moi, alors c'est vraiment qu'il m'aime ça. C'est un truc qu'on se faisait dans un cours de récréation, tu lui fais une crasse et puis ensuite tu vas voir, tu te tombes dans les bras tout de suite. C'est pour vous dire, pour ça. C'est pour vous dire, cet aspect émotionnel est extrêmement important. C'est pas dans le coup de feu du 19-20 heures, vous allez régler vos conflits, hein, c'est pas la peine. Non, on se prend un petit apéro, on se fait une ambiance sympathique dans le canapé, ou on se fait une petite promenade en campagne au bord de lac, je sais pas quoi. On crée une atmosphère telle qu'on va se sentir bien tous les deux, on va se remettre en affection, en amour, en affection l'un avec l'autre, parce que c'est un acte d'amour par excellence qu'on va devoir réaliser pour s'entendre. Donc il faut créer ce conditionnement d'amour. C'est donc le deuxième point très important. Et dans mon cabinet, c'était ma grosse surprise depuis que je suis psychologue de voir à quel point les émotions conditionnent le comportement. La première chose à faire, quasiment dans toutes les difficultés, c'est de recréer une harmonie émotionnelle. À partir de là, tout est possible. D'ailleurs, pour aller encore un peu plus loin dessus, dans notre cerveau, là où sont traitées les émotions, c'est quasiment au centre du cerveau. À partir de là, ce sont toutes les connexions dans le cerveau. Si ce centre est saturé, eh ben, on ne peut pas déclencher son attention, ni même sa cognition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir quand nos émotions sont on est saturé d'émotions négatives. Par contre, quand on repasse dans les émotions positives, tout ça se débloque, mais quasiment instantanément, en 3-4 secondes. Hein. Ça se débloque, c'est une système nerveux qui se remet en contact, et là, on peut régler les problèmes. Donc ce deuxième point est vraiment un point très important. Le troisième point maintenant, la technique d'accordage. Alors, je vais vous donner la théorie, vous n'allez rien comprendre, puis je vous donne dans une situation clinique, vous allez voir, ça va s'éclaircir. La plupart des conflits que nous avons se présentent sous une forme dialectique. Parce que j'entends qu'il va y avoir qu'il y a un des deux qui cède. Je ne sais pas quoi. Ce week-end, on va se promener ou on ne va pas se promener. Il va bien falloir qu'il y en ait un des deux qui cède, tel que c'est présenté. Et souvent, c'est présenté sous une forme dialectique. Pour résoudre le conflit, il va falloir sortir de ce niveau-là, basculer à un niveau supérieur. Au niveau supérieur, mais quel bien vise mon conjoint et quel bien moi je vise dans ce que je suis en train de dire de pragmatique. À ce niveau-là, les biens, généralement, ils ne s'entrechoquent pas, ils se marient assez bien. Je veux dire, c'est ça le mariage, c'est marier les biens des deux conjoints. C'est à ce niveau-là qu'on va créer l'harmonie. Et une fois qu'on s'est mis en harmonie à ce niveau-là, on va redescendre concrètement dans la vie concrète par une application concrète. Donc, vous voyez bien, on part de quelque chose de concret, on passe au niveau supérieur, au niveau de méta, j'ai envie de dire, au niveau de l'essentiel de ce qui est visé par chacun. Là, on s'accorde et on redescend dans le concret. Alors, je vais vous donner une situation clinique, vous avez tout y compris. Cette situation clinique, c'est celle avec laquelle j'ai construit cette conférence, c'est le sapin de Noël. Alors, c'est un joli couple, ils sont mariés depuis pas longtemps, ils vont passer leur premier Noël ensemble. Et quelques jours avant Noël, madame va sur le marché, achète un sapin, et tout se fait, ramène son sapin dans la maison, et donc se marie, on va faire notre premier sapin de Noël, c'est génial, pas. Et là, pour le mec. Alors ça, c'est hors de question. Hein. Il n'y a jamais eu de sapin de Noël dans ma famille, c'est pas maintenant que je suis marié que je vais commencer. C'est un truc de ces païens du Nord pour payer la fête de Noël, alors ça c'est hors de question. Pouf. Alors c'est quand même intéressant. Il va au conflit. C'est quand même pas mal. Il ose le conflit, il dit les choses. C'est brutal, hein, je suis d'accord avec vous, surtout pour un premier Noël avec le jeune marié. Mais enfin, au moins, il ose dire les choses. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Sa femme fond en larmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Rétropédalage. Il sort du conflit et il se soumet. On va faire ton sapin de Noël. Il se dit, mince, mon premier Noël, je ne peux quand même pas faire pleurer ma femme. Donc, il sort du conflit et il se soumet. Et le voilà, en train d'accrocher les petits Pères Noël sur le sapin, etc. Sauf que tout ça, ça lui exaspère énormément.
À un moment donné, il monte dans sa chambre et il va chercher une grande croix en métal. Alors cette grande croix en métal, c'est pas rien, c'est un de ses lointains ancêtres qui a ramené ça d'une croisade, je ne sais plus quelle époque. Hein. C'est la relique familiale qui se transmet de parrain à filleul avec toute une cérémonie. Il en est l'héritier. Hein. Donc il va chercher cette grande croix, il accroche ça au haut du sapin, vous avez vu le sapin psy, il commence à prendre une Arthur que Louis XV, ça va aussi pendant un moment. Bref, et là, il y a quelque chose de très intéressant. Il était dans une position de soumission. En 2 minutes, il est passé dans une position de domination. Il a saboté le sapin. C'est lui qui domine. Que va faire la femme? La femme voit la croix et dit, ah non, ça, intouchable, je ne peux rien dire. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se soumet. Elle se soumet. Et les voit tous les deux en train d'accrocher le petit Père Noël sur ce sapin complètement saboté. Vous imaginez la suite? Ça n'a pas tardé. Dans les secondes qui suivaient, il s'est pris une ramonée parce que c'est 15 fois qu'elle disait que le Père Noël fallait le mettre aux 2 tiers de distance et pas complètement au bout, je ne sais pas quoi. Bref, le sapin, il a fini renversé sur le balcon. Alors, vous voyez dans ce coup quand même quelque chose. Ils n'osent pas trop le conflit. Le mari, quand il le fait trop brutalement. Et puis ensuite, ils alternent des positions de domination-soumission. C'est moins grave qu'une totale domination, une totale soumission. Enfin, c'est pas terrible non plus. On voit bien que ça se termine pas bien. Et ils viennent me voir un peu après Noël, complètement désespérés. On ne sait pas ce qui nous est arrivé, comment a pu arriver une petite catastrophe. Et là, je n'ai pas fini ce point. J'ai été bien inspiré. J'en ai demandé, pourquoi vous vouliez un sapin, madame? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce sapin? Et là, je sors, je passe au niveau méta. Quel est le bien qu'elle visait? Et elle m'explique, les sapins, cet arbre qui reste vert au cœur de l'hiver, c'est un symbole de vie, c'est un symbole lumineux. En plus, on fait quelque chose d'hyper joyeux, la fête de Noël, c'est hyper joyeux. Et c'est génial, ce qu'elle dit, quelque chose qui signifie la vie, qui est joyeux, etc. Pour Noël, enfin, il n'y a rien à redire, quoi, c'est trop. Et je demande à monsieur, et pour vous, monsieur, qu'est-ce que c'est que la fête de Noël? La fête de Noël, le sens du Christ, la fête chrétienne, enfin, il ressort son catéchisme impeccable, soleil. Mais c'est très bien, il n'y a rien à redire à ça. À ce niveau-là, au niveau des biens, au niveau méta, au niveau de l'essentiel, on peut s'accorder. Parce qu'en fait, une fête religieuse, vivante, joyeuse, etc., ça va très bien. Vous voyez bien qu'on peut s'accorder à ce niveau-là. Et c'est ce que je leur ai dit. En fait, votre Noël à vous, ça ne sera pas que le Noël purement religieux de monsieur, ni que le Noël purement festif de madame, ça va être les deux. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir les deux que d'en avoir qu'un des deux. Et vous vous rendez compte que c'est ça que je vais vous faire comprendre. Si on prend la richesse que chacun des deux apporte, on est plus riche en final. Je continue cet exemple, et je dis, l'an prochain, comment concrètement vous allez faire? Vous avez 50 000 solutions. Je dis, on s'en fout de la solution pratique que vous avez trouvée. Pourquoi? Soit vous faites un sapin religieux, vous mettez des petits Pères Noël, vous mettez des petits anges, des petites étoiles, ce que vous voulez, et c'est un sapin religieux qui garde le symbolique religieux, ça vous convient à tous les deux. Vous avez ce que vous voulez, monsieur, à ce qu'il veut. Soit vous faites une crèche joyeuse, lumineuse, comme le veut madame. C'est-à-dire, à partir du moment où le bien que chacun des deux a visé se retrouve dans l'application concrète, je veux dire, elle n'a pas beaucoup d'intérêt. Elle ne va faire que symboliser, que porter la marque de ces deux biens que les deux ont voulu. Donc, vous voyez bien ce mouvement. Tel que ça arrive, sapin ou pas sapin, c'est une dialectique. Il faut à ce niveau-là qu'il y en ait des deux qui cèdent. Pour sortir de cette dialectique, on passe au niveau méta. Quel est le bien que chacun vise? Quel est au niveau de l'essentiel? Qu'est-ce que chacun a en vue? Et les biens, ça se marie toujours entre eux. Puisque le bien suprême, c'est Dieu qui est complètement harmonieux. Donc les biens, normalement, se marient entre eux. Et c'est ça le mariage. C'est de marier nos différences en comprenant qu'est-ce que mon conjoint apporte de bien dans ce qu'il apporte de différent, que je dois marier avec moi pour moi m'enrichir de ce qu'il apporte. Et vous voyez bien qu'en final, ce couple est plus riche, après avoir fait cet exercice, que si on avait décidé qu'on prenait le sapin, qu'on ne le prenait pas. On n'avait que la solution d'un seul qui est plus pauvre. Et c'est pour ça que je dis que nos désaccords sont une source de richesse. Parce que derrière nos désaccords, il y a un bien que chacun vise qui est bon pour la couple et la famille. Et c'est ce bien-là, c'est cette pépite-là qu'il faut aller chercher et marier avec le bien que j'apporte. Ça veut donc dire, je ne peux pas renoncer au bien que j'apporte et je dois prendre en compte le bien qu'apporte l'autre. On n'a pas le droit de se laisser tomber sur les deux. Je crois que j'ai été assez clair. Enfin, vous voyez bien que c'est quand même toute la richesse qu'il y a dans ces conflits derrière tout ça. Le problème, c'est que dans un conflit, l'essentiel n'est pas dit. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est cet essentiel qu'il y a derrière ce que dit mon conjoint. Et l'essentiel derrière ce que moi je dis, parce que moi non plus, que le bien que je dis, il n'est pas explicite. Il faut le rendre explicite.
Donc je vous rappelle, pour cette technique d'accordage, pas d'acte d'autorité, mais un acte d'amour qui va nous mettre en harmonie. Deuxièmement, il faut d'abord prendre en compte tout cet aspect émotionnel parce que le conflit a bousculé notre émotivité. Il faut se remettre en harmonie émotionnelle, ce qui va créer les conditions effectivement de faire cet acte d'amour. Et troisièmement, il y a une technique. La technique, c'est de ne pas rester au niveau où le conflit a été émis, mais d'aller chercher le bien que chacun vise derrière. Et c'est là-dessus qu'on s'accorde. C'est clair? Si vous avez compris ça, c'est l'essentiel de ce que je voulais vous dire ce soir. Alors maintenant, on va voir les choses frappent un petit peu. Et ce qui ne va pas. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc on est bien d'accord, si le conflit n'a pas été acté, nécessairement il y en a un qui va dominer, au moins en surface, parce que l'autre derrière peut reprendre le pouvoir, on peut tomber dans les luttes de pouvoir. On est d'abord dans des relations de domination-soumission qui très souvent vont dériver en lutte de pouvoir. C'est d'ailleurs un moindre mal. Quand nous sommes uniquement dans une relation de domination qui se perdure comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un des conjoints qui devient complètement écrasant pour l'autre sans s'en rendre compte, et l'autre qui voit sa personnalité complètement écrasée en permanence, qu'est-ce qui va se passer? Soit le conjoint qui s'est écrasé devient une douille, il n'y a plus rien, il a été complètement écrasé, il ne réagit plus, soit il va se révolter. Quand c'est la femme qui se fait écraser, le jour où elle se révolte, c'est définitif. Je n'ai jamais pu rattraper une femme qui se révoltait comme ça. Si c'est le mari, sa révolte peut prendre différentes formes. Il va quitter la famille, il va aller voir une vie ailleurs. Il va faire semblant d'être dans la famille, mais en fait il va investir à l'extérieur. Parce que l'extérieur, il retrouve sa posture, il peut dominer un peu, enfin, il se retrouve à son aise. Mais dans la famille, il va faire un profil bas, mais en fait il ne sera pas dans la famille. Psychologiquement, il n'est plus dans la famille. Donc on voit bien, on est dans du grave, hein, c'est quelque chose qui ne va pas. Quant aux luttes de pouvoir, elles empoisonnent l'atmosphère en permanence. Je reviens là-dessus. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? Oui. Situation clinique, pour vous faire comprendre. De quelqu'un qui domine. 10 ans de mariage, 10 ans de dispute ou de silence incompréhensible de madame. Et même plus, car la première dispute, elle a commencé quand ils étaient fiancés. 15 jours avant le mariage, d'ailleurs, elle s'est cassée une jambe dans la dispute. Elle est arrivée au mariage avec la jambe dans le plat. En expliquant qu'elle avait glissé dans l'escalier. Dans ce coup, madame explose dans des colères subites. Incompréhensible pour son mari, qui fait tant d'efforts pour lui prouver son amour, et c'est vrai qu'il cherche vraiment à lui prouver son amour. Ou alors, cette femme se réfugie dans des silences complets, complètement autistiques, et plus loin, elle doit en tirer un mot. Elle est absente. On peut lui dire n'importe quoi, elle écoute plus, elle est ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle dit intérieurement, mais elle est plus là. Ça l'exaspère s'il n'arrive pas à se faire. Elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle reproche à son mari, mais elle ne le supporte plus. Au sens premier du terme, dès qu'il apparaît, c'est épidermique sur quelque temps, elle ne supporte plus son mari. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Oui, il lui rappelle tout ce qu'il fait pour elle et pour la famille, et c'est vrai qu'il donne ce mal ce monsieur, mais il dit quand même une ingratitude assez forte. Et chez chacun d'eux, il y a un sentiment d'incompréhension de ce que je dis, de ce qui se passe. On ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Enfin, lui annonce toujours très clairement ses décisions pour la famille. Elle lui cache ses décisions et agit derrière son dos. À l'inverse, par exemple, elle change les enfants d'école sans lui dire. Un beau s'aperçoit que les enfants ont changé d'école. Et avec la gueule du type, elle s'aperçoit que maintenant, elle n'a pas acheté de bagnole non plus, mais enfin bon, elle lui fait des choses comme ça. Monsieur est très religieux. Fait des retraites, voit des prêtres, des directeurs spirituels, etc. Enfin, vraiment complètement dedans. Madame, de plus en plus, est en train de quitter la religion, ça ne lui convient pas du tout. D'ailleurs, c'est le directeur spirituel de monsieur qui l'envoie. Il y a peut-être quelque chose à voir. La première chose qui m'apparaît, je vais dire dans un couple, il y a un domaine conjugal et deux vies individuelles. Là, le domaine conjugal, hyper atrophié, il n'y a pas grand-chose dedans. Et face à cette épreuve, la vie conjugale ne faut pas de ressources. Ils n'ont pas construit ce domaine conjugal. Il est pauvre. Donc il n'y a pas beaucoup de ressources. Du coup, ce que je fais dans ces cas-là, je vais investiguer l'enfance de chacun. Et là, je m'aperçois que monsieur, voilà, c'est monsieur, je m'aperçois que son père était extrêmement autoritaire. Et que les parents d'ailleurs ont fini par divorcer. Et lui, il s'était dit,
si mes parents ont divorcé, c'est parce que mon père n'est pas chrétien. Moi qui suis un bon chrétien, je ne vais jamais divorcer. En revanche, il s'est totalement imprégné du schéma de son père, d'un homme dominant et d'une femme qui doit se soumettre. Et c'est ça qui fait vivre ta femme. Il a d'ailleurs un bel idéal de vie chrétienne, cet homme, c'est assez impressionnant. Hein. Et, chose encore plus incroyable, il a même un idéal de ce que doit être une femme chrétienne. Idéal, bien évidemment, qu'il impose à sa femme. Et vous comprenez pourquoi elle, plus elle s'oriente de ce que doit être la belle chrétienne, moins elle a envie d'être chrétienne, et plus elle s'éloigne du religieux. C'est compréhensible. Bref, cette pauvre femme, elle ne peut ni être elle-même, ni penser ce qu'elle veut penser, elle est obligée de se soumettre à son mari. Vous comprenez? Alors, elle ne comprenait pas ce qui se passait, hein. Elle n'a pas compris la situation. Mais j'ai envie de dire, sa réaction était finalement une réaction de protection qui est assez saine. Elle sortait de ce jeu malsain de domination de son mari et de soumission dans lequel son mari voulait l'avoir. C'est pas mal qu'elle se soit révoltée. Alors on a travaillé cette relation. Il essaie de faire comprendre à monsieur que, reproduisant le schéma de son père, il a servifié sa femme, et ça, c'était pas du tout convivial. C'était compliqué. Et j'ai appelé cette femme, parce qu'elle aussi avait des difficultés, que dans un coup, on n'a pas le droit de s'écraser. On doit s'affirmer. Ça va friter un petit peu, c'est ce que j'appelle le conflit, ça va friter un petit peu, mais il est préférable de s'affirmer que de s'écraser. Et quand elle s'écrasait, elle démissionnait de son couple d'une certaine façon. Donc ils sont un peu plus confrontés, mais d'une façon plus saine. Quelques remarques sur ce cas clinique. Parce que c'est intéressant. Chez cet homme, en fait, il avait peur de la femme. Parce que si sa mère était soumise à son mari, sa mère l'a beaucoup dominé. Et donc cette image de la femme un peu dominatrice lui faisait peur. Et donc, réflexe, dans ce cas-là, l'homme a deux réflexes. Hein. Soit il fout le camp, soit il prend en main sa femme. Et c'est lui qui va la contrôler. Et c'est ce qu'il faisait. Et derrière ce contrôle qu'il exerçait sur sa femme, il y avait une peur du féminin chez lui. C'est quand même intéressant à savoir, les hommes un peu trop autoritaires avec votre épouse, réfléchissez à ce qui induit ça. Très souvent, il y a de la peur. De la peur de repasser sous la coupe du féminin, sous la coupe de la mère dominante. C'est ça, c'est un peu ça. Donc vous voyez bien pourquoi cette femme, contrainte de s'identifier à une image de la femme catholique qui n'était pas du tout la sienne, était en train de refuser toute la religion. C'est un réflexe sain également, pas reçu la religion, mais de ne pas accepter de s'identifier à ce que voulait son mari. Chez cet homme, il y avait aussi, un peu comme la première situation clinique que je vous ai donnée, quelque chose de malhonnête. On appelle ça des rationalisations. C'est-à-dire, je prends une décision, ensuite j'ai expliqué pourquoi je l'ai prise. Mais les explications ne font qu'au soutenir ma décision. Elles ne prennent en aucun cas autre chose en compte. C'est-à-dire, on appelle ça des rationalisations parce que ce n'est pas une analyse objective, rationnelle de ce qui se passe, c'est une justification de ce qui se passe en moi vis-à-vis de l'autre, une justification des propres décisions vis-à-vis de l'autre. Et là, on n'est pas dans le conjugal. Et derrière ces rationalisations, on peut penser que cet homme n'avait finalement pas très confiance en lui, puisqu'il avait du mal à accepter un désaccord de sa femme, il avait du mal à accepter la différence, il y avait probablement une faiblesse de caractère chez lui à ce niveau-là. Parce qu'accepter la différence, ça nécessite une certaine confiance en soi, ça nécessite du caractère, ça nécessite de ces éléments-là. Chez l'épouse, effectivement, il y a aussi une incompréhension de la situation, qui s'expliquait psychologiquement, que nous avons travaillé, il y avait effectivement une lacune chez elle. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Elle vivait un tas de trucs dans un brouillard, sans arriver vraiment à comprendre ce qui se passait. Donc je l'ai aidé à clarifier ça, à élaborer un petit peu ce qui se passait. Voilà. La soumission, je vais passer assez vite dessus, vous avez compris ce que c'est, vous avez compris que ça mène à la destruction de la personne. Avec quand même un petit point assez remarquable dans la soumission, la femme qui se soumet, généralement, va le faire pour ses enfants, pour éviter des drames, pour sauver quelque chose par rapport à ses enfants, donc elle va se sacrifier d'une certaine façon. Sauf qu'une fois que l'overdose est atteinte, elle va partir. Elle va partir comment? C'est pas systématique, mais très souvent ça se passe comme ça. Un beau soir, l'homme rentre de son travail, la maison est en silence, il y a juste un petit mot sur la table. Je suis parti, je ne reviendrai pas. C'est-à-dire qu'elle est partie sans conflit. Elle n'a jamais pu aller au conflit avec son mari, elle va partir sans aller au conflit. Elle va juste dire « je suis parti, il faut que c'est fait ». Et c'est assez symptomatique, si vous voulez, de cette peur du conflit qu'habitent les femmes dans ces cas-là.
c'est mieux que de se laisser complètement écraser, bien évidemment. En revanche, une fois qu'une femme est partie comme ça, j'ai jamais pu rattraper le coup. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est la femme extrêmement déterminée, elle met très longtemps à prendre cette décision, mais une fois qu'elle a pris dans ce domaine-là, c'est quelque chose d'irrévocable. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à contrarier ça. Chez l'homme, donc je l'ai dit, c'est l'homme, je l'ai dit, la soumission, il va se soumettre à la maison, non, il va faire ce qu'il veut à côté. Hein. Il va investir à l'extérieur, il ne sera plus dans la famille. Psychologiquement, il n'est plus dans la famille. Ça interpelle d'ailleurs, quand un homme ne trouve pas sa place, de voir comment il investit à l'extérieur. Et c'est intéressant, je ne vais pas systématique, mais si vous trouvez que votre mari est investi un peu trop à l'extérieur, posez-vous la question, est-ce que je lui laisse vraiment toute sa place? Est-ce que je n'exerce pas une forme de domination au sein de la famille qui fait que lui ne trouve plus sa place? C'est très difficile pour une femme, cet exercice-là. Parce que dans toutes les situations, mais j'ai jamais voulu ça. Oui, c'est vrai, tu n'as jamais voulu, n'empêche que c'est ce qui se passe objectivement. Donc il faut y réfléchir. Un petit mot sur la victimisation. La victimisation, c'est très intéressant ce processus. Et c'est un processus, nous sommes tous concernés, tous nous nous victimisons. Là, il faut les reprendre, bon papa Adam et mamie Ève. Hein, à part bouffer cette foutue pomme, là, le bon Dieu vient les voir, et qu'est-ce que dit Adam? Non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée en plus. Hein. Et quand le bon Dieu va voir Ève, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, c'est pas moi, c'est le serpent que tu as mis à côté de moi. C'est jamais de notre faute. Et depuis que nous sommes tous pareils, ce n'est pas de notre faute, c'est toujours de la faute de l'autre. Dans nos récriminations intérieures contre notre conjoint, nous nous victimisons. Le processus est subtil, c'est très intéressant la victimisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on se victimise? On prend le pouvoir, étonnamment. Ben oui, la victime, elle ne peut rien faire. C'est-à-dire que c'est l'autre qui doit agir. C'est-à-dire quand je me victimise, je signifie à l'autre, ben moi je vais rien foutre, c'est toi qui vas faire tout le boulot. Vous voyez comment c'est une prise de pouvoir? Nous signifions à l'autre, c'est à lui de corriger ce qu'il doit corriger. Nous n'avons rien à corriger. Évidemment, on est victime. Donc c'est quelque chose de retors, la victimisation. C'est clair, c'est la prise de pouvoir par la victimisation? Parce que c'est quand même assez tordu comme truc, hein. Mais on est tous pareils. Tous, nous avons ce réflexe de nous victimiser. Et donc, se victimiser, ben, c'est démissionner de son couple. C'est de démissionner, de ne plus se considérer comme acteur dans son couple. On n'a pas le droit. Et à ce sujet-là, moi je sais très bien, quand je commence à récriminer contre mon conjoint, je lui dis attention, là tu es en train de déconner, tu es en train de sortir de ton couple, tu vas te remettre au boulot, tu vas repartir dans ton couple. Et je sais très bien que quand je récrimine, c'est parce que je suis en train de fuir mon couple. Je vous proposerai d'avoir cette réflexion-là. Nous avons tous des récriminations contre notre conjoint, parce que c'est vrai qu'un conjoint, c'est agaçant à un certain moment. Hein, bah oui, c'est la vie ça. Mais quand nous récriminons contre lui, nous nous victimisons et nous sommes en train de sortir du fait que nous soyons acteurs nous-mêmes de notre propre couple. Je pense que ce point-là est important. Quand nous nous victimisons, c'est que nous n'avons pas de conflit. Donc on n'est pas du tout en train d'enrichir le couple et de régler les problèmes là. Un petit mot sur les luttes de pouvoir. Je crois que j'avais déjà dit ici, que les luttes de pouvoir, c'est assez impressionnant. Au sein de la famille, dans les luttes de pouvoir, c'est un peu toujours le même qui perd et toujours la même qui gagne. Les femmes sont plus fortes que nous maintenant. Donc, mes chers collègues masculins, faites pas cette bêtise de rentrer dans les luttes de pouvoir, vous allez vous faire étamer. Pourquoi? Pourquoi ça? C'est la position de la maternité. La maternité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Beaucoup plus fort que la paternité. Ça, c'est la position de la mère. Reine du foyer, qui est... quand l'enfant va pas bien, c'est sa mère qui va voir. Sur le champ de bataille, le soldat blessé, c'est sa mère qui l'appelle. C'est cette position inébranlable de la mère qui fait que la mère, elle tient la famille de façon très forte. Donc, au sein de la famille, la position de la mère est beaucoup plus forte que la position du père, étonnamment. Même si le père est un symbole d'autorité, en fait, c'est la mère qui exerce l'autorité et qui tient la famille de façon forte. Il y a 3 grands domaines dans lesquels s'exercent les luttes de pouvoir. Le premier, c'est les enfants. Ah ben, les enfants, c'est la mère. Donc vous avez compris qu'il y a lieu cassé. Le deuxième sujet sur lequel vont s'exercer les luttes de pouvoir, les questions financières. Quand un couple commence à se déchirer sur les questions financières, le problème, c'est jamais les finances. Le problème, c'est les positions de chacun.
Mais la mère, elle dépense pas pour elle dépense pour la famille. Donc c'est génial, elle fait ce qu'elle veut. Mais elle le fait bien en plus. Hein. Le troisième point où vont avoir lieu les luttes de pouvoir, c'est la sexualité conjugale. Parce que dans la sexualité conjugale, il y a un énorme paradoxe. C'est l'homme qui est actif, mais c'est la femme qui a le pouvoir. C'est elle qui dit oui ou non. Et c'est elle qui dit bah, c'est comme ça, donc on va te faire Warrior, mon vieux. On ne va pas te faire Warrior, mais c'est la femme qui a le pouvoir. C'est un paradoxe très fort, ça, de la sexualité. C'est-à-dire ces trois grands domaines au sein du couple où vont s'exercer de pouvoir, la femme est gagnante. Donc il ne faut pas y aller, les mecs. Hein. Il faut vraiment y aller pas. Vous allez vous faire étamer. Je n'ai jamais vu de gars qui sortaient vainqueurs de ce truc-là. En plus, la fameuse phrase de Saint Paul, enfin, soyez soumis à vos maris. Pourquoi cette phrase? Ce n'est pas du tout une soumission d'autorité. C'est la femme qui doit se soumettre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans la famille, il y a une tendance hégémonique de la femme. Et que si la femme ne contrôle pas ses propres tendances hégémoniques, elle va se mettre, elle peut prendre une position de domination plus forte. Et que ce n'est pas bon pour le couple. Mais je ne sais jamais, aucune femme ne veut cette position de domination. Hein, je n'ai jamais vu une femme qui dit ouais, moi je veux dominer mon mari, c'est pas vrai. Hein, les femmes, c'est pas du tout ce que vous cherchez. Mais par votre posture maternelle, vous pouvez être conduite à avoir une position de domination. Donc c'est bon pour la femme de savoir réfléchir à ça. Voilà ce que je vais vous dire un peu globalement sur les luttes de pouvoir. Vous barrez le mal de la suite, effectivement. Il ne faut pas y aller. Les disputes maintenant. Je parle de la dispute consécutive à un conflit. Qu'est-ce que c'est que la dispute? Ce n'est pas la disputation au sens médiéval du terme, où on espèce de comprendre par un tas d'arguments qu'on se renvoie à ce qui va se passer. C'est pas du tout ça. La dispute, c'est au sens moderne du terme, c'est un fondement de colère dans lequel on essaye par la parole, de foutre une petite raclée à l'autre pour les signifier quand même il passe les bornes en soi. En soi, c'est pas très grave. Ça signifie simplement qu'on a un conflit sur le feu qu'on n'arrive pas à régler. Et donc, il faut aller chercher ce conflit et le régler. Je veux dire, c'est la sonnette d'alarme. Un couple qui se dispute, c'est un couple qui a des conflits non réglés. Donc, il faut les régler. C'est la sonnette d'alarme, il est temps d'aller régler les conflits. En revanche, la dispute, elle a un aspect malsain pour les enfants. Parce que quand les enfants voient les parents se disputer, eux, c'est leur univers qui est en train de se fissurer. C'est hyper grave pour l'enfant de voir ses parents se disputer. L'enfant, il a besoin de paix, il a besoin d'une harmonie, il a besoin d'être dans un cadre cohérent. La dispute parentale, c'est l'incohérence du cadre qui répète le visage tout d'un coup. Donc ça, c'est hyper angoissant pour l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas qu'il ne faut pas se disputer, parce qu'on ne faut pas se disputer, donc on peut discuter où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, après une dispute, il est indispensable de signifier aux enfants, nous sommes réconciliés. Et cette réconciliation doit être signifiée. Signifiée, c'est qu'ils voient leurs parents qui s'embrassent, qui se tiennent, je ne sais pas quoi, qui... On n'est pas dans la chambre à coucher non plus, hein, mais bon, qui signifie quand même que, voilà, on est de nouveau ensemble. On est ensemble, on est en harmonie ensemble, on s'entend bien ensemble, etc. Ça doit être signifié à l'enfant. Et là, c'est très intéressant pour l'enfant. Parce que lui aussi, il se dispute. Et de voir que ses parents se réconcilient, ça lui permet de dédramatiser la dispute et se dire, moi aussi, il faut que je me réconcilie. Donc, ce n'est pas la peine de lui demander pardon à son petit frère quand il a foutu une paloche. Si vous, avec votre mari, vous n'arrivez pas à vous réconcilier, hein, ça ne passera pas du tout. Donc, vous voyez bien qu'il y a un aspect qui peut être malsain pour l'enfant, mais il peut y avoir aussi un aspect éducateur. Je ne dis pas de discuter pour cet aspect éducateur. Mais voilà, on peut tirer un bien d'une dispute parce qu'on va montrer qu'on s'est réconcilié après. Et là, c'est un bien pour l'enfant. Bien sûr, la dispute, on peut se dire des mots outranciers. C'est le propre de la dispute, c'est qu'il y a de la colère qui va s'y mettre. La colère, qu'est-ce que c'est? On a l'impression de dire quelque chose d'injuste que l'autre ne comprend pas. Alors on passe dans l'outrance, dans l'excès. En disant, si je suis dans l'outrance, dans l'excès, il va quand même comprendre, ou elle va quand même comprendre ce qui se passe. Donc on va sortir des choses énormes, abominables. Et il ne faut jamais écouter ces trucs-là. Hein. Ça, c'est l'outrance liée à la colère. Par contre, il faut comprendre pourquoi mon conjoint est en colère contre moi, pourquoi il dispute avec moi. Ça, il faut le comprendre. Mais les mots des disputes, il faut les oublier. Ça ne représente pas la réalité de ce que dit le couple. C'est important. Parce que les femmes qui disent, non mais il y a 15 ans, il m'a dit, c'est inimaginable, j'en souffre encore. Il ne s'est jamais excusé en plus. Hein. Les gens, non, il faut oublier ces mots. Pour terminer sur la dispute, c'est assez incroyable. Vous savez que la dispute, elle obéit à des règles. Alors c'est étonnant, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le sujet, sur leur conflit. Par contre, ils sont bien d'accord sur la façon dont ils vont se disputer. Et effectivement, il y a une espèce de processus de dispute qu'on appelle l'escalade symétrique. En fait, qu'est-ce qui se passe dans une dispute?
on va aller chercher tout le sac de la châle là. Hein, et ça, on va le ressortir tous les éléments un par un à notre conjoint pour qu'il les déguste bien quand même. Alors on va commencer mollo, on ne va pas taper trop fort. Hein, et puis il y en a qui tapent un coup, suivant un petit croc dessus, un petit croc dessus, et on monte crescendo dans les snatchs, si vous voulez. Hein, sans aller trop vite non plus, parce qu'il faut tenir le sac. Pas une question d'arrêter avant d'arriver au bout du sac. Et donc vous avez cette espèce de règle tacite entre les conjoints qui se disputent, de cette escalade symétrique, jusqu'à une espèce d'apothéose où ça s'arrête tout d'un coup quand on arrive au bout du sac, qui laisse finalement les deux conjoints un peu pantois, surpris de ce qui leur est arrivé, ne comprenant pas comment ils sont arrivés là. Donc voilà, il faut savoir passer par-dessus ces blessures. Moi, je trouve ça amusant quand même de voir que c'est pas n'importe quoi une dispute, c'est obligé à des règles. C'est top. Généralement, je ne donne pas de situation clinique de dispute parce que c'est pas nécessaire. Je vois vos sourires que ce n'est pas nécessaire, effectivement. J'arrive à un dernier point. Si vous avez suivi les situations cliniques que je vous ai dit, vous avez remarqué, c'est quand même incroyable comment il y a une correspondance entre les deux conjoints pour que ça se combine dans le mal. Sur ce problème du conflit, on a l'impression qu'ils sont chacun sur les pôles opposés et que ça va mal se dérouler, sauf si bien évidemment ils essayent d'appliquer ça. C'est ce que j'appelle les combinaisons conjugales. Et ça, c'est très intéressant. Quand je vois dans un couple des conjoints qui sont sur deux pôles opposés, je dis ça, ils ont vraiment bien fait de se marier. Pourquoi? Non pas parce qu'ils vont se disputer et que ça va s'aller après la vie, c'est pas ça. Parce qu'ils ont tout pour se compléter. Et c'est ça qui est intéressant. Il est à l'heure de rechercher votre défaut principal. Il est probable, je ne suis pas certain, mais statistiquement ça arrive assez fréquemment, votre conjoint soit sur des défauts complètement opposés. Et là, vous êtes sur des combinaisons conjugales qui peuvent permettre de s'enrichir. C'est-à-dire que dans ce qui est chacun, il y a quelque chose de bon et quelque chose qui ne va pas. Mais si j'arrive à voir qu'il y a quelque chose de bon chez mon conjoint, et que je m'imprègne de ce qu'il y a de bon chez mon conjoint, je vais corriger ce qui ne va pas en moi. C'est ce que j'appelle les combinaisons conjugales. C'est-à-dire de la source même de la difficulté, il y a le propre remède à cette difficulté. Alors, je vais vous citer une situation clinique, vous allez tout de suite comprendre. C'est un homme qui arrive dans mon cabinet en pleurs, complètement dévasté, c'est un gentil, celui-là. Et il me dit, sa femme veut le quitter, elle ne le supporte plus. Elle est partie il y a 15 jours avec leur fille, elle vient de revenir, mais elle explique en temps, je prends mes affaires, je vous prends, je ne dis pas plutôt, c'est fini. Et tu m'ennuies, c'est fini. Donc il est complètement désespéré, il m'explique, je ne comprends pas. C'est comme si tout ce qu'elle appréciait en moi avant maintenant, ça l'agaçait, ça ne le supportait plus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je discute un peu avec lui, je m'aperçois que c'est un doux, un calme, un gentil. Quand je lui parle de conflit, alors je ne sais même pas ce que c'est. Aucune notion de conflit. J'essaye de lui expliquer intellectuellement, il finit par comprendre, alors il me dit, non, je n'ai jamais eu ça dans ma famille, mais ça, non, de quoi vous me parlez là? Complètement à la base, c'est le côté du conflit. Et je me dis, à tous les coups, sa femme soit exactement l'inverse. Hein, et donc là, il y a quelque chose à faire. Alors je lui dis, écoutez, c'est très simple, votre femme va partir, vous allez juste lui demander une chose. Avant de partir, vous revenez tous les deux la semaine prochaine me voir pendant 1 heure. C'est juste ça. Et puis après, elle part, si elle veut partir. La semaine suivante, la femme arrive, et là, bingo, elle m'explique sa famille. C'est une famille où tout le monde se dispute sans arrêt, et on ne peut jamais terminer un repas sans qu'il y en ait qui a écouté dans sa chambre, les portes claquent de tous les côtés. Et elle me dit-elle dans une rationalisation absolument extraordinaire, elle dit, mais dans ma famille, on n'est pas rancunier, après qu'on s'est disputé, ben, voilà, la vie reprend. En fait, je comprends. Après, ils sont disputés, ils ne savent pas bien quoi faire. Je veux dire, on a des... Ils ont déchargé une espèce d'énergie malsaine, bon, la vie reprend comme si c'était rien passé. On n'a rien réglé du tout, hein, et on reprend, et puis j'ai envie de dire, la prochaine dispute est déjà en train de chauffer, puisqu'on n'a rien réglé du tout. Donc on sait que ça va répéter dans 2 heures après. Et c'est la vie de cette femme. Imaginez la vie de ce couple. Elle va répéter son mari, hein, et puis 10 minutes après, je t'entends dans son salon, en train de regarder, je ne sais pas ce qu'elle doit arranger. Lui va se morfondre pendant des heures, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire, je ne comprends pas ce qu'elle veut, etc. Bref, pendant 2 jours, il va pleurer sans avoir fini ce qu'il doit faire. Et donc cette femme m'explique, vous comprenez, moi je voulais un homme, un vrai, un mec, un gars qui en est, du caractère. Alors on a commencé à travailler. C'est intéressant. J'ai dit à ce monsieur, mais elle en a du culot, votre femme, quand même. Elle ose, hein. Vous ne pouvez pas vous inspirer un peu d'elle et faire comme elle, oser dire les choses. Et puis, je dis à cette femme qui a 100 idées à la minute, mais n'est pas capable d'en réaliser une seule idée. Votre mari a une certaine profondeur, ne pensez pas que vous pourriez vous inspirer quelque chose en lui
il a quelque chose à nous apporter. Et j'ai joué cette complémentarité où chacun, voyant la capacité de l'autre, s'en imprègne. Ils ont joué le jeu. Un beau jour, ce type-là arrive dans mon cabinet complètement tremblant. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mis en colère. C'est bien, ça commence à me dire, là, c'est bon. Ben oui, quand le conflit est difficile, au début, on va puiser de l'énergie dans la colère pour y aller, puisque c'est difficile. Il faut une source d'énergie. La colère, c'est une bonne source d'énergie. Je ne dis pas qu'il faut faire tous les conflits avec ça, mais quand on n'ose pas au début, bah, tant pis, on prend un peu d'énergie dans la colère, au moins on ose. Donc il a osé le conflit. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui s'est mise à pleurer cette fois-ci. Je dis, bah, c'est bien, ça commence à venir là. Et effectivement, il a commencé à oser les conflits, il a commencé à oser dire les choses. Je dis, il a commencé à prendre sa place, cet homme. Et là, elle a été complètement surprise, elle n'a jamais vu ça. D'autant plus que ce type-là, à force de ne pas aller au conflit, c'était devenu un as pour résoudre les problèmes par en dessous. C'est un type qui était hyper astucieux pour résoudre le problème. Alors, une fois que le problème était exposé, c'est une simplicité enfantine de vous trouver une solution. C'était un type qui était génial pour résoudre les conflits en plus. Il ne savait pas le faire, mais pour lui c'était simple le conflit quand il a trouvé ce que c'était. Et vous voyez comment ces deux personnes avaient tout ce qu'il fallait pour se compléter effectivement. Et ils ont commencé à lui Ils ont à mon avis arrêté la thérapie un petit peu trop vite. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais après quelques séances, elle était toujours là, ils étaient ensemble et ils travaillaient. C'est ce que j'appelle les combinaisons conjugales. Et ça, c'est très intéressant. Si donc vous avez sur ces questions du conflit, une difficulté avec votre conjoint, il est fort probable que votre conjoint soit sur le pôle opposé. Faites comme ce couple. Enrichissez-vous de ce qu'apporte votre conjoint. Cultivez en vous cette qualité qu'a votre conjoint. Et vous allez voir, vous allez vous rééquilibrer totalement. C'est pas beau ça? Cette situation qui m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire que contrairement à ce que cette femme m'a dit, elle pensait que son mariage était une erreur de casting et que j'aurais dû se marier. Leur mariage était hyper intelligent, au contraire. Ils avaient tout pour se compléter. Simplement, il fallait aller un petit peu au-delà des apparences. Je ne crois pas à l'erreur de casting dans le mariage. Et dans les couples qui viennent, quand ça ne va pas, il y en a un couple sur deux qui me dit non mais on aurait mieux fait de ne pas se marier. C'est faux. Ils ont tout ce qu'il faut pour se marier. Il y avait tous les éléments sont en place, il faut aller au-delà des apparences. Au-delà des apparences, on s'aperçoit que chacun a la qualité qui manque à l'autre. Et que si chacun s'imprègne de la qualité de l'autre, ils vont se rééquilibrer, ça va marcher. Quand j'ai réussi à faire comprendre ça à un couple, j'ai fait les 3/4 de la thérapie. C'est un énorme boulot d'arriver à changer cette optique. En fait, non, c'était intelligent de se marier comme ça. Mais ça passe par là. Alors, pour conclure maintenant, vous avez compris que le conflit est un acte d'amour et qu'il ne peut pas exister même d'amour sans conflit. Parce que partir du moment où il y a amour, il y a deux personnalités qui vont s'affirmer et qui vont affirmer les différences, donc nécessairement il va y avoir des conflits. Et alors pour nous chrétiens, ça nous interpelle beaucoup ça. Puisque nous devons avoir une relation avec Dieu, donc forcément nous devons être en conflit avec Dieu. Voilà, les sourcils qui se foncent. Ben oui. Et je vais vous le prouver. D'abord, je vais citer l'exemple du Christ qui a dénoncé tous les conflits, qui va passer à côté. Et maintenant, on va les reprendre la Bible en conclusion. On va regarder. Par quoi ça commence la Bible? Dieu le créa à son image. Il est régné sur la terre. Et que font Adam et Ève? Ils n'ont rien compris. Ils ne sont pas d'accord avec Dieu. Ils veulent être comme lui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller au conflit avec Dieu, dire ah quand ça ne va pas du tout, si toi, nous on doit être comme toi, et là on ne l'est pas. Ça serait aller au conflit. Ils ne vont pas aller au conflit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre une position de domination. On va bouffer la pomme, comme ça on sera comme lui. On ne va rien lui dire, et tu vas voir le coup qu'on va lui faire. Là enfin on sera comme lui. Mais c'est intéressant, c'est de voir que Adam et Ève ont esquivé le conflit et sont passés dans une relation où ils voulaient dominer. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient osé le conflit? À mon avis, ça aurait été merveilleux. C'est pas entendu cette conférence, hein, donc c'est comme ça. Bah, vous voyez, c'est quand même intéressant. Donc, ils mangent la pomme. Or, Dieu avait dit interdiction de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas le droit de toucher le arbre. Parce que c'est Dieu qui est en conflit avec eux. Alors, Dieu, lui, il n'hésite pas. Il va voir Adam et Ève. Il va voir Adam, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi te caches-tu comme ça? Et c'est là où on ne faut plus comme tout, c'est pas de ma faute, je suis une pauvre victime innocente. F, pareil, c'est pas de ma faute, je suis une victime innocente. Mais c'est quand même intéressant, parce que, vous voyez, à ne pas oser le conflit, on retrouve exactement sur ces schémas-là que nous décrit la Bible. La Bible, c'est d'une puissance psychologique incroyable. C'est très intéressant de lire la Bible avec cet œil psychologique.
comment va se résoudre ce conflit? Parce que Dieu, il ne va pas lâcher le conflit. Ce que le bon Dieu veut, lui, c'est un accordage. Et c'est là où il promet le Rédempteur. Et ce qui permet simplement d'Aquin de dire heureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur. C'est-à-dire que après le conflit avec Dieu, la situation est meilleure qu'elle ne l'était avant. C'est le premier élément de la Bible. Épisode suivant dans la Bible. Caïn et Abel. Caïn n'est pas content du tout, parce que les sacrifices d'Abel sont agréés par Dieu, pas les siens. Donc il a des accords avec Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à Dieu, non mais ça va pas du tout cette histoire, pourquoi mes sacrifices à moi ne sont pas agréés? Non, pas du tout. Il va passer en position de domination lui aussi. Sans rien dire, il va tuer son frère en cachette. Alors là, c'est Dieu qui n'est pas content, parce que il n'y avait pas le droit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a été franchi. Et là, Caïn, Dieu a mis ensuite une autre interdiction, vous ne toucherez pas à l'arbre de la vie. Et que fait Caïn? Il a touché à l'arbre de la vie, il a tué son frère. Donc Dieu n'est pas content, il va voir Caïn. Et là, que fait Caïn? Pareil, il dit, ah mais non, c'est pas moi, je suis pas là maintenant, je ne suis pas chargé de surveiller mon frère. Et vous retombez sur la victimisation. Pour lui, elle est vraiment inscrite dans notre caractère, cette victimisation. Bon, ben, Dieu ne va plus dire qu'un. Et là, il va se passer un truc extraordinaire. Moi, c'est une chose, des épisodes les plus beaux de la Bible, de l'Ancien Testament. Caïn n'est pas d'accord avec la punition que Dieu lui donne. C'est un peu fort de café, cette histoire. Mais le plus fort, il va au conflit, il va dire à Dieu, ça va pas cette punition, tu es beaucoup trop sévère avec moi, ça c'est pas possible. Tu peux pas me punir comme ça. Et le plus incroyable, Dieu accepte ce conflit avec Caïn et va le régler. Et qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Et ça c'est l'accordage de Dieu. D'accord. Toi, le premier meurtrier de l'histoire, je vais te donner une protection spéciale. Personne ne pourra te tuer. Moi je pense avec Caïn, on retrouve là-haut. Toute sa vie, il y pensait à Pasteur Bougie autrement. Toute sa vie, moi le premier meurtrier, Dieu a mis une protection spéciale, personne ne pourra le tuer. J'ai la conviction qu'on le retrouve là. C'est pas possible. Je vous cite ces deux exemples, pourquoi? Comment nous avons tendance à ne pas oser le conflit et nous mettre dans des situations pas possibles. Alors là, les situations que vous donnez, elles sont trop fortes quand même, hein, de la Bible. Et comment, quand nous osons le conflit avec Dieu, on obtient des miracles. Si vous ne croyez pas, allez en discuter avec votre père spirituel. Le conflit avec Dieu, c'est quelque chose de beau. C'est une condition de l'amour. Le conflit est une condition de l'amour, plutôt. Il ne peut pas y avoir d'amour sans conflit. Parce qu'on affirme nous aussi, on a notre propre caractère, on affirme des choses différentes avec Dieu. Il faut aller s'expliquer avec lui. Il faut un peu de patience, qu'il ne répond pas immédiatement. Mais quand il répond, on est tout ébloui qu'il répond, mon Dieu, c'est si bien. Or, je vais citer deux exemples de la Bible, enfin, pour en citer à la peine. Hein. Jonas, qui n'est pas d'accord avec le bon Dieu, il va se cacher, enfin, par lui, s'il finit dans la maladie. Comment il s'appelle Abraham, qui discute au bout de gras sur son environnement avec Dieu. Et s'il en a que 50, s'il en a 30, mais pourquoi il s'est arrêté d'ailleurs? Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout? Je suis sûr que mon Dieu aurait craqué. Mais regardez la Bible sous les yeux du conflit, c'est truffé de conflits. Et les conflits avec Dieu, c'est toujours un miracle qui se produit. C'est extraordinaire les solutions que bon Dieu trouve aux conflits. Je vous dis ça parce que voilà, je pense que c'est intéressant pour nous chrétiens de méditer aussi cet aspect-là de la Bible, hein, et de se rendre compte bah, oui, que ce que nous vivons dans notre couple, c'est quelque chose d'extrêmement humain. Et que c'est parce que nous allons réussir à surmonter ces difficultés du conflit pour créer une harmonie avec notre conjoint, que nous allons pouvoir incarner et rendre effectif, concret cet amour que nous voulons avoir avec lui. Voilà, bah, écoutez, j'ai terminé pour ce soir et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Alors c'est la première question la plus difficile, après ça déroule. Ah, merci. Ah, alors j'en ai pour 7 minutes quand même, vous expliquer ça. C'est très intéressant cette question. Effectivement, dans 3 épîtres de Saint Paul, on entend « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors c'est pas une Bible qui l'a mis un matin en se réveillant, parce qu'il le répète quand même 3 fois. Et puis le grand Saint-Pierre, qui est un homme carré, dit la même chose « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je crois que c'est la première épître de Saint-Pierre.
Donc, ce n'est pas une lubie qui leur a traversé comme ça, il y a quelque chose de sérieux là-dedans. J'ai été vérifié auprès de spécialistes de la langue grecque. Le verbe hypotato veut bien dire soumettre. Non, il n'y a pas de faute de traduction, c'est bien soumettre comme le serviteur est soumis à son maître. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Il y a quand même des points intéressants là-dedans. Je pense que c'est un contresens monstrueux de voir là-dedans une question d'autorité. Pourquoi? Parce que juste avant de dire femmes, soyez soumis à vos maris, saint Paul, quelques lignes avant, a dit frères, soyez soumis les uns aux autres. Et il fait référence au Christ. L'autorité, c'est pas une tournante. Moi, j'étais militaire, l'autorité, ça s'incarne dans une personne, ça passe pas un tour de rôle de l'un à l'autre, c'est pas vrai. L'autorité, c'est quelque chose qui est stable. Saint Paul, qui est un Romain, c'est pas n'importe qui non plus, il a le sens de l'autorité, ce n'est pas possible qu'il ait vu l'autorité comme une tournante. Ce serait l'anarchie. Donc, il ne parle pas d'autorité quand il dit ça. Donc, comprendre cette phrase de Saint Paul et de Saint Pierre sous forme d'autorité est, à mon point de vue, un énorme contresens. Deuxièmement, il est bien dit femmes, soyez soumises. Il n'est pas du tout dit Marie, soumettez vos femmes. Ça serait la domination de l'homme. On n'est pas du tout là-dessus. Ça, c'est l'islam, c'est la loi de l'Antiquité, effectivement. Après la faute originelle, il a été dit à la femme ton désir te poussera vers l'homme et lui te dominera. Il dominera sur toi. Ça, c'est les conséquences de la faute originelle. Et ces conséquences de la faute originelle, on les voit jusqu'à l'arrivée du Christ. À partir de l'arrivée du Christ, on voit autre chose. Donc ce n'est pas du tout une soumission, une domination de l'homme. Il n'y a pas de suprématie de l'homme dans ce que disent les apôtres. C'est très important de le comprendre. C'est un mouvement de la femme qui, d'elle-même, va se mettre dans une position de service. Pourquoi cela? Quand saint Paul dit frères, soyez soumis les uns aux autres, il fait référence au Christ. Le Christ, le jour du jeudi saint, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Je suis votre Seigneur et Maître. Et là, il se met à genoux, il leur lave les pieds. Il faut savoir ce que ça représentait pour des juifs, de laver les pieds. On ne pouvait pas même demander à un esclave de laver les pieds de son maître. C'était l'acte d'humiliation suprême. La seule personne qui pouvait laver les pieds de l'autre, le fils, dans un acte suprême de vénération, pouvait laver les pieds de son père. Mais vous voyez que c'est donc quelque chose de très fort. Et lui, le Seigneur et Maître, il se met à laver les pieds de ses disciples. Et il leur dit, faites-vous ce que je vous ai fait. C'est ce qu'on appelait le mandatum novum, le nouveau commandement. C'est-à-dire que toute l'Antiquité, c'est la loi du plus fort qui domine le plus faible. Le Christ apporte un nouveau commandement qui est un commandement d'amour. Désormais, ce n'est pas au plus fort de diriger le plus faible. C'est l'amour qui doit régner. Et, je vous ai dit tout à l'heure, la maternité met la femme dans une position dominante dans la famille. Parce que la maternité, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, de magnifique, de très beau, très respectable. Mais comme tout ce qui est humain depuis le péché originel, il y a aussi un envers, c'est qu'il y a une tendance hégémonique dans la maternité chez la femme. En tout cas, chez beaucoup de femmes. Et par ce mouvement, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est-à-dire, femmes, remettez-vous dans l'amour de votre famille. Que cette capacité très forte que vous avez, mettez-la au service de l'amour dans votre famille et n'en faites pas du tout un organe de pouvoir pour vous. Généralement, les femmes comprennent très bien ça. Point particulier, donc pourquoi c'est dit uniquement aux femmes? Pour cette raison, cette tendance hégémonique de la femme, je vous dis, je vois dans la famille. Mais c'est quelque chose qui est universel, ça. Dans la société, l'homme a tendance à dominer, dans la famille, c'est la femme. C'est comme ça. Puis c'est bien. C'est bien, surtout si la femme arrive à contrôler ça, ça fait séminaire de famille extraordinaire, qui fait une ambiance extraordinaire autour d'elle. C'est bon. Dernier point que je vais vous faire remarquer là-dessus. Il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris, et ensuite, qu'est-ce qu'on dit aux hommes? Maris, aimez vos femmes. Parce que si, entre guillemets, la tentation de la femme, c'est une forme d'hégémonie dans la famille, la tentation de l'homme, c'est de sortir de l'amour, d'aller s'occuper des œuvres, d'aller faire autre chose que d'être dans l'amour. Or, l'homme aussi, sa vocation première est une vocation d'amour. Sauf que c'est moins sensible chez lui, sa tentation, c'est de ne pas écouter cet appel à l'amour qui est en lui et de vivre sur les œuvres davantage. Donc vous voyez bien que les apôtres, finalement, avec une psychologie extraordinaire pour les gens de cette époque-là, vont pointer deux points qui sont les faiblesses masculines et les faiblesses féminines. C'est extraordinaire quand même, ils sont vraiment inspirés pour avoir des choses comme ça. Ce n'est que maintenant, avec la psychologie moderne, qu'on arrive à comprendre ces choses-là. Et dernier point que je veux vous faire remarquer,
Quand on dit, les apôtres disent Marie, aimez vos femmes, ça ne sous-entend pas que les femmes ne doivent pas aimer leur mari, bien évidemment. Mais quand il est dit femmes, soyez soumises à vos maris, ça ne sous-entend nullement que le mari ne doit pas être soumis à sa femme. Simplement, ces phrases vont pointer, je vous dis, deux petites tendances masculines et féminines spécifiques à chacun. Ça répond à votre question? Donc, voir ça sur une question d'autorité, pour moi, c'est un énorme contresens. C'est pas du tout ce que les apôtres ont voulu dire. Oui. Vous avez indiqué de ne pas avoir connu de femmes qui ont quitté leur mari, avaient changé d'avis. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas exactement dit ça. Dans une position de domination-soumission, quand la femme a été écrasée, à un moment donné, il y a une espèce de réflexe de survie extrêmement puissant contre lequel on n'arrive pas à revenir. Une fois qu'elle a décidé de partir, elle part effectivement. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui ont été leur mari vont pas, dans d'autres conditions, vont partir. Mais dans cette situation, une femme qui a vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais pas quoi, soumise, elle l'a fait généralement pour ses enfants, elle a accepté de subir tout ça pour ses enfants, hein, et donc quand elle part, c'est radical. C'est simplement ça. Alors ça m'amène à la question, qu'en est-il du pardon? Alors, poser la question. Non, mais je crois vraiment que la femme, elle fait ça pour ses enfants. C'est une erreur d'ailleurs. La bonne solution, c'est de passer par le conflit. Mais elle se met dans une posture telle, pour ses enfants, elle va se sacrifier. Sauf qu'elle a compris que son mari était un être indigne, parce qu'il va sans arrêt écraser. Donc elle peut lui pardonner, mais elle ne peut plus vivre avec lui. C'est ce que je constate. Maintenant, l'explication psychologique de ça, c'est peut-être pas celle que je vous dis. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Peut-être que l'explication n'est pas la bonne. En tout cas, je constate dans mon cabinet, toutes les femmes qui ont été soumises à un niveau fort, qui sont fait écraser par leur mari pendant plusieurs années, le jour où elles sont parties, je ne les ai jamais fait des erreurs. C'est hors de question. Il y a de plus en plus de divorces et de séparations qui se passent après que les enfants soient partis, donc on a avancé. C'est un autre phénomène, ça. Alors, effectivement, on a entre 25 et 30% des divorces qui se produisent à l'âge de la retraite et du départ des enfants. Pourquoi? Parce que ce sont des couples qui ont investi énormément de choses, en particulier leurs enfants et la vie professionnelle, et tout d'un coup, c'est l'heure du face-à-face. Sauf qu'ils n'ont pas préparé ce face-à-face. Cette période-là est une période qui est magnifique, mais elle se prépare. On sait qu'à un moment donné, on va se retrouver de nouveau tous les deux. Il faut donc relancer le couple, recréer cette alliance, recréer cette harmonie au sein du couple pour pouvoir passer cette période. Moi, je l'ai passée, c'est une période magnifique, une période merveilleuse, je suis en plein dedans actuellement. J'aime beaucoup cette période-là, je suis avec mon épouse, qui est seule pour moi, enfin, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que nous l'avons préparé, c'est pas quelque chose qui se passe spontanément. Donc c'est un autre phénomène. Ce que j'ai parlé, c'est un phénomène très précis que j'ai décrit. Je vous sens dubitatif, monsieur. Oui. Oui. Comment gérer les conflits liés aux belles familles qui très souvent évoluent vers des disputes qui laissent des traces de gestion? Oui. Alors, la querelle belle-mère belle-fille est un classique. Alors, je suis désolé, je vous demandais de me croire sur parole. Dans mon cabinet, toutes les querelles belle-mère belle-fille se sont réglées de la même façon quand celui qui est le mari et le fils se positionnent correctement. Un mari qui redevient un peu l'enfant quand il rentre dans sa propre famille, et bien sa femme n'a pas de place. La femme n'est légitime dans sa belle famille que parce qu'elle est l'épouse. Mais on n'est pas l'épouse d'un enfant, on est l'épouse d'un adulte. Si donc le mari commence à prendre une posture d'enfant, ça ne peut pas aller, elle n'a plus de place. Donc forcément, elle ne se sent pas bien. Et par ailleurs, qu'est-ce qui se passe chez la mère du mari? Elle voit son fils revenir vers elle, qu'est-ce qu'elle fout de brûle, pourquoi elle ne s'occupe pas de mon fils? Elle est incapable. Donc forcément, elle va en vouloir à cette fille, à cette femme, de ne pas s'occuper correctement de son fils. Elle au moins, elle sait comment il faut faire. Et donc, ce sont ces deux femmes qui vont se disputer, deux saintes femmes en plus qui vont se disputer, parce que c'est le mec qui est mal positionné. Mais s'il se repositionne correctement avec sa femme face à ses parents, les choses vont dans l'autre sens. Donc ce n'est pas un conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est un conflit là qui est lié à des positions malsaines, et en particulier la mauvaise position du mari. Et c'est où j'ai envie de dire les choses autrement, le mariage oblige l'homme à se positionner différemment par rapport à ses parents. Et c'est très bien. Et là, sa femme a toute sa place avec lui et dans sa belle famille. Et ça se passe très bien. Alors, je vous demande de me croire sur parole. Tous les mecs qui ont accepté de faire ça, 6 mois après, alors c'est marrant, ils s'entendent bien maintenant.
Mais vous comprenez pourquoi? C'est la fameuse phrase de Saint-Augustin qui est extraordinaire. La paix, c'est la tranquillité dans l'ordre. L'ordre, ce sont les positions inégales d'être inégaux. Eh bien, nous sommes tous inégaux dans la famille. Il y a des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins, des frères, des sœurs, des maris, des femmes, etc. Quand chacun est à la bonne place, la relation s'établit dans la paix et dans la tranquillité. Mais quand on est dans la mauvaise place, forcément, ça ne peut tenir qu'avec des tensions. Donc cette phrase de Saint-Augustin, familialement, elle est incroyable de justesse. Ça répond à votre question. En partie. Et quand c'est l'inverse? Donc, sincèrement, j'y crois pas beaucoup avec Bernard-Jean. Ça frite un petit peu, chacun trouve sa place, et on fait. Ah, beau-père Jean. Oui, alors là, c'est compliqué parce que. Non, mais c'est compliqué pour vous répondre, parce qu'on va rentrer dans des cas particuliers. Que s'est-il passé dans l'enfance du gendre? Que s'est-il passé dans la vie du beau-père qui fait qu'ils fritent tous les deux? Donc, on est dans le cas particulier. Voilà. Mais ça m'arrive de temps en temps, mais généralement, c'est rare hein, quand même. Mais le conflit de l'homme dans sa belle famille, bon, quand ça va pas, il se met un peu à l'écart, et puis ça va finalement pas si mal que ça. Par contre, lui, la femme, c'est différent. Je crois le conflit belle-mère de la fille, ça va en permanence. Les autres, pas trop, mais ça se règle au cas par cas. Je suis désolé de ne pas vous donner un tour général. Il y en a peut-être une, mais moi je n'ai pas d'œil. Oui. Qu'est-ce que pour vous le chef de famille aujourd'hui? Ah. J'ai dit qu'il n'y a pas d'autorité au sein du couple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité au sein de la famille. La famille, elle est hiérarchisée. Mais le couple, non. Donc le chef de famille, ce n'est pas celui qui décide. Le chef de famille, c'est celui qui se porte garant de la décision qui a été prise à deux. Je m'explique. La grande œuvre dans la famille, c'est quand même la maternité. Il faut que la femme puisse effectivement s'adonner à cette paternité. Pour s'adonner à cette paternité, il faut qu'elle ait l'assurance qu'il y ait quelqu'un qui tienne le gouvernail dans le bon cap. Le cap, ils ont décidé à deux, et si elle a sa confiance que son mari est entre guillemets le gardien du temple, alors là, elle peut s'adonner en toute tranquillité à sa paternité. Mais si elle a l'impression que le mari ne tient pas la route, elle ne va pas se dire. Donc je pense que c'est vraiment une fonction masculine au sein du couple d'être le garant des décisions qu'on a prises à deux. Et de tenir la famille dans la direction dans laquelle on a voulu la mettre tous les deux. Mais je répète, ce n'est pas lui qui a pris la décision d'emmener à cela. Ça, c'est une décision qui a été prise. Le cap à prendre, c'est une décision qui a été prise ensemble. Ça vous va comme Oui, très bien. Merci. Oui. Quelle est la place que vous donnez à l'humour pour désamorcer le conflit? Ah, c'est très intéressant cette question. Alors l'humour, effectivement, va permettre de relativiser, de dédramatiser la situation. Sauf qu'il y a deux pièges dans l'humour. Le premier piège, comment dédramatiser? On ne va pas régler le problème. Et donc, on ne va pas créer, pas arriver cet accordage derrière. C'est le premier piège. Le deuxième piège, c'est que l'humour peut se teinter d'un peu d'ironie. Et l'ironie, c'est encore un processus qui est très particulier, l'ironie. L'ironie, qu'est-ce que ça signifie quand je suis ironique avec quelqu'un? J'ai compris le fonctionnement de cette personne et je vais aller le pointer. C'est-à-dire qu'en fait, je suis très proche de cette personne. Sauf que je vais la pointer d'une façon telle qu'elle va se sentir un tout petit peu blessée. Et justifie, tu t'approches pas trop de moi. Et donc l'humour, c'est une façon de dire, on est très proche, mais pas plus que ça. Ou ça, c'est dangereux pour moi de m'approcher plus. Les gens qui manient trop d'humour, c'est une façon de remettre les autres un petit peu à distance. Donc c'est très bien l'humour pour dédramatiser la situation, ça je trouve que c'est une arme extraordinaire, remarquable. Puis les gens qui ont de l'humour, il faut y aller, parce que on a besoin de dédramatiser des situations familiales et conjugales. En revanche, ça peut nous faire éviter, ça peut nous empêcher d'atteindre l'accordage, c'est le piège. Donc voilà, cette vision nuancée de l'humour. Mais les gens qui ont de l'humour, utilisez-le à bon escient. Voilà. C'est une force d'avoir de l'humour. Oui? Et quand on a désarçonné le conflit, parce que l'autre a dit oh mais comme tu veux ma chérie, est-ce qu'il faut quand même aller au conflit où on se dit bah, c'est parce qu'il m'aime qu'il s'écrase entre guillemets et que c'est bien. Alors c'est parce qu'il vous aime, ou plus que vous envie de régler le problème. Les mecs sont un peu particuliers là-dessus. Hein. Quand sincèrement il dit ça, alors il faut faire attention. Je vous prends un exemple fictif. Hein. Voilà, vous êtes jeune marié et votre conjoint ramène une espèce de conte horrible de son grand-père à cheval, par la vieille fille du village d'à côté, pour faire un truc épouvantable. Il veut mettre ça dans son salon.
S'il met ça dans son salon, vous allez vous taper ce truc-là toute votre vie dans votre salon. Toutes vos copines vont le voir, enfin, vous imaginez le truc. Alors, effectivement, ça peut être un beau sacrifice d'abnégation de dire, ben j'accepte. Mais attention, c'est pour la vie. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est qu'on peut de temps en temps avoir cette abnégation, on ne vit pas une vie conjugale sur ce type d'abnégation. Parce que si on passe toute sa vie comme ça, c'est-à-dire qu'on a démissionné de son couple. Donc, oui pour le sacrifice, mais la vie conjugale n'est pas une vie sacrificielle, c'est une vie d'accordage. Ça me semble beaucoup plus important. Alors, je ne dis pas que le sacrifice n'a pas de valeur, mais pour moi, il doit rester exceptionnel maintenant. Parce qu'on a beau dos, sous couvert de sacrifice, d'éviter le conflit. Et ça peut être une tentation, parce qu'on n'a pas le courage du conflit, de se dire « je suis dans le sacrifice ». Et là, il y a quelque chose d'hyper retors, c'est qu'on va se donner bonne conscience sur quelque chose de mal. À notre propre tribunal, nous allons nous admirer pour ce sacrifice que nous faisons, alors qu'en fait, on n'a pas le courage d'oser dire les choses. Donc, là aussi, beaucoup de nuances sur cet esprit de sacrifice. Pour moi, la vie conjugale n'est pas une vie de sacrifice, n'est pas une vie où on renonce à soi-même, c'est une vie au contraire où on s'harmonise avec l'autre. C'est plus compliqué, mais ça va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus riche. Voilà. J'espère que je ne vous choque pas en disant ça, mais moi je le vois comme ça. Mais je ne dénature pas du tout le fait que de temps en temps, il faut savoir faire le sacrifice pour son conjoint, ça a de la valeur. Oui. Dans le cadre d'un conflit dans lequel vous êtes basé sur un plan supérieur, et dans ce plan supérieur, on peut avoir des intérêts qui divergent. On peut, en étant conscient que c'est du coup plus le plan familial qui va compter, mais un plan personnel. Est-ce que ça, enfin, comment est-ce qu'on peut régler ce genre de conflit? Oui, c'est vrai que ça peut arriver. C'est compliqué cette question-là. Là, à chaque fois que j'ai été confronté à ça, c'est que les gens n'avaient pas vraiment perçu le bien et restaient un intérêt personnel sur une solution pratique. Mais normalement, quand on est vraiment au niveau du bien, les biens se marient. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les relativiser l'un par rapport à l'autre, c'est pas qu'il n'y a pas un bien qui peut être supérieur, mais en tout cas, une vraie discussion sur ce qui est le mieux pour le couple, pour moi, doit éviter cet écueil. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a un attachement qui, à mon avis, n'est pas sain à une solution pratique. On n'est pas passé vraiment au niveau du bien. C'est ce que j'ai vu au cas. Je me souviens d'un couple comme ça qui était en difficulté pour choisir une maison de campagne. Monsieur la voulait au bord de la mer, madame voulait prendre la maison familiale, qui était à l'intérieur des terres, etc. Et je leur avais expliqué ça, et finalement, madame, là-dedans, s'est un peu sacrifiée, et monsieur n'a jamais voulu voir le bien que disait sa femme. Et donc la solution qu'ils ont prise était une solution viciée, parce qu'il n'était pas au niveau du bien. Vraiment, il n'avait pas suffisamment étudié ce niveau-là. Donc il y a des cas où c'est compliqué, c'est vrai. Peut-être que vous le présentez en théorie, ça paraît facile, ça paraît simple. Non, c'est vrai que parfois on se cause un peu les ménages. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait totalement. Oui. En fait, c'est un peu biaisé le discours qu'on entend de la part de frères qui disent en permanence vous devez vouloir le bien de l'autre. Aimer, c'est tout donner, aimer, c'est se mettre à la place de l'autre, être au petit soin pour lui, vouloir son bonheur. Mais après, ce que je vous avais dit ce soir, c'est pas ça. Vous avez dit qu'il faut passer à un niveau couple et à un niveau des deux. Voilà. Et c'est pas, Oui, je suis assez d'accord avec vous. Aimer, c'est tout donner, oui, mais c'est pas tout de l'amour. Aimer, c'est tout recevoir aussi. C'est incroyable les efforts que chaque conjoint fait pour l'autre. Si je ne prends pas ce don que me fait mon conjoint, si je ne reçois pas ce qu'il me donne, c'est injurieux pour lui. On n'a pas le droit de laisser tomber ce que l'autre veut nous donner. Donc c'est vrai, aimer c'est donner, mais aimer c'est recevoir aussi. Mais l'amour avec Dieu, passe son temps à recevoir des choses de Dieu. Donc aimer c'est tout donner, mais c'est pas à sens unique. Ça pêche par défaut pour moi cette phrase. Elle est très belle, c'est une phrase de Sainte Thérèse, aimer c'est tout donner. C'est vrai, mais c'est tout recevoir aussi. Mais ça dit le monde qu'elle a tout reçu, elle passe son temps à chanter cette louange de tout ce qu'elle a reçu. Et à ne mettre en exergue que cet aspect des choses, pour moi, on fausse le problème. il faudrait dire aux prêtres ça. Et je crois qu'il n'y en a pas ce soir ici, je suis désolé. Si vous voulez. La femme doit l'abnégation de la part de la génération d'avant, Vous avez compris que je n'étais pas là-dessus. Maintenant, je vais vous dire, je ne sais pas ce que les personnages vont dire, c'est très rare d'avoir des prêtres qui aient une réelle formation sur la vie conjugale. Il n'y en a pas dans les séminaires.
on donne une formation sur le mariage tel que le voit l'Église, mais une formation psychologique sur ce qu'est le mariage, comme par exemple ce qu'on vient de faire ce soir, j'ai jamais pu en donner dans les séminaires. Ça ne rentre pas dans les programmes, c'est pas les bons concours, c'est pas tout bien. Sauf qu'ensuite, ils donnent des conseils conjugaux, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a une lacune dans la formation des prêtres, et je suis prêt, j'ai déjà dit d'ailleurs à ce point de prêtre, et certains en sont d'ailleurs très conscients, il y a une lacune dans la formation des prêtres sur ce qu'est la vie conjugale. Il ne faut pas trop leur en vouloir, la psychologie conjugale, c'est une science récente, une génération. C'est vrai qu'en 30 ans, on a fait des progrès énormes, on a décortiqué énormément de choses. Mais dans les séminaires, ils n'ont pas suivi ce mouvement-là, ben, c'est tout à fait compréhensible. Ils ne la vivent pas dans la vie conjugale. Donc ils ont un décalage par rapport à comprendre la réalité de ce que vient de comprendre la psychologie conjugale. Ce n'est pas non plus surprenant, on ne peut pas leur en vouloir. Je pense que ça va se modifier dans les années qui viennent. En tout cas, j'ai vu des prêtres qui commençaient à soulever ce problème-là, qui comprenaient qu'il fallait que le couple n'était pas si simple, qu'il fallait une vraie formation là-dessus. Je pense que ça va se modifier. Puis par toutes les formations au mariage qu'ils sont en train de donner, c'est bien de répéter, c'est bien le catéchisme. Et il le faut effectivement, mais on se rend bien compte qu'il manque une dimension qui est la dimension psychologique du couple, qui va vouloir donner. Donc, j'ai envie de vous dire encore un peu de patience, et ça va probablement arriver. Mais moi, je ne suis pas pessimiste là-dessus. Et ça ne me surprend pas que ça ne soit pas encore arrivé dans les séminaires. Je trouve ça assez naturel, si vous voulez. Parce que c'est récent. Mais quand je vois des prêtres, je leur dis, vous comprenez. Quand je vois des prêtres, je leur dis ça. Oui. Dans les situations que vous appelez les temps longs sur les bouderies. La bouderie. Ben, c'est intéressant. La personne qui boude, c'est la personne qui vit des émotions blessantes. Et, d'ailleurs, typique, la personne qui boude, elle attend qu'une seule chose, c'est qu'on vienne la chercher. Et quand on va venir la chercher, elle va vous envoyer péter. Il faut continuer, au bout d'une certaine insistance, là, ça veut dire qu'on l'aime vraiment si on va la chercher jusqu'au bout. Et là, elle va accepter. Et c'est bien émotionnel ce qu'il faut traiter. Ce sont ces émotions, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui l'a blessée, comment j'ai fait pour la blesser, comment je peux reconnaître devant elle que c'est ça qui l'a blessée, etc. Donc c'est tout un travail émotionnel, effectivement. C'est un évitement du conflit. C'est pas un évitement du conflit, pour moi c'est une... Je vous ai dit, quand les émotions sont trop fortes, les synapses nerveuses ne se mettent pas en cognition. La cognition n'est pas possible. On ne peut pas raisonner correctement. Donc la personne, l'espèce de repli sur elle, dans l'histoire d'amour, est-ce que vraiment il m'aime ou pas? S'il m'aime, il va venir le chercher. Et puis je vais bien tester qu'il m'aime, parce que je vais commencer par l'envoyer péter d'abord, pour voir s'il tient vraiment. C'est un phénomène que vous trouvez chez tous les enfants et qu'on trouve tous. Nous avons tous nos façons de bouder. Ce n'est pas réservé à certains. Hein. Contrairement à ce qu'on croit. On a tous ce phénomène-là. Donc oui, la solution, elle est émotionnelle. Ce n'est pas un problème de conflit, c'est qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Peut-être que derrière, on n'est pas d'accord sur quelque chose. Le phénomène de la bouderie n'est pas dû à un désaccord, il est provoqué par une blessure émotionnelle. Là, je suis très ferme dessus. Ça s'appelle très tissère, la réponse. Bon. Je ne peux pas vous dire autre chose que je pense. Je crois qu'il y a des boissons derrière et Oui. des gâteaux. Peut-être qu'on peut continuer à poser Alors, des une questions. dernière question, et puis on Une dira. dernière. Allez, Allez. Gilles, madame. Vous nous parlez un peu des gros conflits, des petits conflits, parce qu'on peut se discuter pour Oui, alors, des outils et des choses beaucoup plus profondes. c'est évident, ce processus, il ne faudra pas le mettre en œuvre à chaque fois qu'il y a une mouche qui vole le travail. Il y a des petites choses du quotidien, bon, on peut passer par-dessus. Même, cependant, leur accumulation, au bout d'un moment, mérite d'être traitée. Mais bon, il y a des petits trucs qui doivent repasser. C'est plutôt réservé aux choses un petit peu importantes, ce que je vous ai dit. Ou à une accumulation de phénomènes toujours similaires où on n'est pas d'accord. Mais normalement, dans tous les couples, quand les deux s'affirment, voilà, ça flûte un peu, mais globalement, on arrive à s'harmoniser sur les petites choses, on s'harmonise relativement bien, parce qu'on est prêt à prendre en compte notre conjoint, on sait que ça fait partie du mariage, globalement, généralement, on est ouvert à ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas tout à fait. Je vous propose de continuer personnellement. Merci beaucoup. Merci. Je vais peut-être terminer par une prière pour, voilà, pour mettre que vous l'écoutez. Oui, oui. Voilà. Notre Père,
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci bien. Merci beaucoup. C'est vous, hein. C'est fermé.